Ce matin-là, dans la forêt des Vosges, commençait comme des milliers d'autres matins d'hiver avant lui. Le soleil, paresseux et blême, peinait à percer l'épais voile de brouillard givrant, colorant la cime des sapins séculaires d'une teinte rose-gris inquiétante. Le gel était si intense que les oiseaux semblaient figés en plein vol, et les troncs d'arbres craquaient avec un bruit sec, semblable à des coups de feu. Mais pour le maître de ces lieux, un immense loup au pelage gris argenté, ce froid était son élément naturel. Il retournait vers son terrier. Entre ses crocs, il portait sa proie, la moitié d'un lièvre encore tiède, qu'il avait traqué pendant près de 3 heures. Il n'avait pas mangé lui-même, bien que son estomac fût tenaillé par la faim depuis plus d'une journée. Toute sa prise était destinée à elle, sa louve, et aux 3 petites boules de poils encore aveugles qui attendaient leur père dans la chaleur de la tanière profonde, abritée sous les racines d'un sapin renversé. Il se déplaçait en silence, comme une ombre. Ses larges pattes ne s'enfonçaient pas dans la neige durcie, et sa respiration était régulière et calme. Il était l'alpha, une bête puissante et confiante, dans la fleur de l'âge, qui connaissait chaque buisson, chaque ravin dans un rayon de 100 kilomètres. Dans son cœur, à cet instant, ne vivait qu'un seul sentiment simple et animal, le désir d'arriver au plus vite chez lui, de presser son museau humide contre le flanc chaud de sa compagne et d'entendre le faible couinement de sa progéniture. Il imaginait déjà comment la louve l'accueillerait, comment elle lui lécherait le museau en acceptant son offrande. Il ne lui restait qu'1 kilomètre à parcourir à travers une sapinière dense, mais soudain, il s'arrêta net. Le vent avait tourné. Il lui souffla droit dans la truffe, et au lieu des odeurs familières d'aiguilles de pin, de neige et de feuilles en décomposition, il apporta quelque chose qui fit instantanément se hérisser le poil de son échine. C'était l'odeur du malheur, l'odeur d'intrus. Une odeur âcre, chimique, contre nature, un mélange de vapeur d'essence, de poudre brûlée, de tabac bon marché et, le plus terrible, de sang frais et chaud. Le loup laissa tomber le lièvre. La proie s'effondra dans la neige, mais il ne lui accorda même pas un regard. Ses yeux jaunes se plissèrent, se transformant en 2 fentes où s'alluma un feu sinistre. Il bondit. Désormais, il n'économisait plus ses forces. Il volait à travers la forêt comme une flèche grise, brisant les buissons, ignorant les branches qui le fouettaient. Lorsqu'il déboucha dans la clairière où se trouvait son logis, son monde s'effondra. Le silence, ici, n'était pas celui du reste de la forêt. C'était un silence de mort, assourdissant. La neige autour du vieux sapin était piétinée par de lourdes et grossières traces de bottes humaines, et le manteau blanc et pur dont l'hiver avait couvert la terre s'était transformé en une boue pourpre et sale. Le terrier était éventré. L'entrée, que la louve avait si soigneusement masquée avec des branchages, avait été sauvagement défoncée à coups de pelle. Le loup s'approcha, lentement, comme s'il craignait de croire ce que ses yeux voyaient et ce que son nez sentait. Sur la neige piétinée gisait sa louve. Elle était morte depuis 1 heure peut-être. Son corps magnifique et puissant était mutilé, sa fourrure souillée par les gaz de la poudre. Ils avaient tiré à bout portant, ne lui laissant aucune chance. À côté, éparpillés comme des chiffons inutiles, gisaient 3 petits corps. Les louveteaux. Il ne les avait pas abattus, il les avait simplement massacrés avec un objet lourd, des crosses de fusil ou des bottes, pour économiser les munitions. Les hommes n'avaient pris que les peaux. Plus précisément, ils avaient tenté de dépecer la louve, mais quelque chose les avait apparemment effrayés. Ou peut-être étaient-ils simplement pressés, car ils avaient abandonné leur travail à mi-chemin, ne laissant derrière qu'un carnage sanglant, pour le plaisir. Le loup s'approcha de sa compagne. Il baissa la tête et, doucement, presque imperceptiblement, renifla son museau. Elle ne bougeait pas. La chaleur la quittait rapidement, cédant la place au grand froid. Il la poussa du nez, espérant un miracle, espérant qu'elle ouvrirait les yeux, se lèverait, s'ébrouerait, et que tout cela ne serait qu'un horrible cauchemar. Mais le miracle n'eut pas lieu. La tête de la louve bascula mollement et retomba sur la neige ensanglantée. Puis il s'approcha de ses enfants. Il renifla chacun d'eux. Les petites boules de poils qui, la veille encore, couinaient et se battaient pour le lait maternel, étaient maintenant froides et rigides. La vie avait quitté cet endroit. Elle avait été volée. La bête s'assit au milieu de ce cauchemar. N'importe quel autre à sa place aurait hurlé à faire trembler les cieux, à fendre la lune de chagrin. Mais ce loup n'émit aucun son. La véritable douleur, celle qui déchire le cœur et consume l'âme jusqu'à la cendre, est toujours muette. Il resta assis et observa les traces. Les traces des meurtriers.
3 paires de pieds et la large empreinte striée d'une motoneige, se dirigeant vers le nord, en direction d'un lointain hameau. Il mémorisait. Il humait l'odeur de chacun d'eux. Le premier sentait la sueur aigre et la peur, le deuxième, la vieille huile de fusil et le vin rouge bon marché, le troisième, le tabac cher et l'odeur douceâtre d'un homme repu et satisfait. Il les mémorisa tous. Il grava leur odeur dans sa mémoire pour toujours. Plus profondément que ses instincts, plus profondément que la faim. Lentement, comme s'il accomplissait un rituel ancien, le loup s'approcha de chacun de ces petits morets, délicatement, avec ses crocs, les transporta au fond du terrier dévasté, les déposant près de leur mère. Puis, avec son museau et ses pattes, il commença à amonceler la neige, essayant de les couvrir, de les cacher au ciel indifférent, de les enterrer. Lorsque le travail fut terminé et qu'à la place du trou noir ne restait plus qu'un monticule blanc, le loup s'ébroua. Dans ses yeux, il n'y avait plus de douleur. Il n'y avait plus de vie non plus. Il n'y restait que de la glace, une glace froide, calculatrice, impitoyable. Il se tourna dans la direction où menait la trace de la motoneige. La trace était profonde, nette. Des taches huileuses sur la neige indiquaient le chemin mieux que n'importe quel panneau. Les assassins se prenaient pour les maîtres de la vie. Ils pensaient avoir des moteurs, des fusils et de la vitesse. Ils pensaient être partis. Ils riaient, probablement, en s'éloignant, comptant mentalement l'argent pour des peaux qu'ils n'avaient même pas prises, ou se réjouissant simplement de leur impunité. Ils ignoraient une chose. Ils ignoraient qu'ils ne laissaient pas derrière eux une simple bête morte. Ils laissaient derrière eux la mort elle-même. Le loup baissa son museau vers le sol, capta l'odeur fraîche et persistante de l'essence et fit un premier pas. Il ne se mit pas à courir. Courir aurait été stupide. La motoneige était plus rapide. Il adopta son trot infatigable, cette allure que les loups peuvent maintenir sur des dizaines de kilomètres sans repos, pendant des heures, des jours, des semaines. Il savait que la motoneige était une machine. Une machine a besoin d'essence. Une machine peut tomber en panne. Une machine peut s'enliser. Lui n'avait que ses pattes, son cœur et un objectif. Et il savait que, tôt ou tard, il les rattraperait, même s'il devait aller jusqu'au bout du monde. Pendant ce temps, à 30 km au nord, 3 hommes sur 2 lourdes motoneiges chargées s'arrêtèrent pour une pause. Ils avaient choisi un bon endroit, dans une dépression abritée du vent par un rocher. Ils firent un feu, sortirent leurs flasques et leurs provisions. Ils étaient d'humeur joyeuse. C'étaient des braconniers, pas des chasseurs locaux qui prennent à la forêt juste ce qu'il faut pour vivre et respectent ses lois. Non, c'étaient des citadins, venus de la ville pour l'adrénaline et le gain facile. L'aîné s'appelait Stéphane, un homme dur et cynique d'une 50aine d'années, qui pensait que dans cette vie, celui qui a le plus gros calibre a raison. C'est lui qui avait tiré le coup fatal sur la louve. Le deuxième, plus jeune, surnommé Léo, était un garçon nerveux et agité, qui s'agitait sans cesse et voulait paraître dur devant ses aînés. Le troisième, Nicolas, était un pisteur silencieux qui avait conduit le groupe au terrier. « Allez, à notre chance !» gronda Stéphane, vidant d'un trait un gobelet en métal de vin rouge. Le liquide lui brûla la gorge mais apporta une chaleur agréable. Dommage qu'on ait abîmé la peau, cracha Théil dans le feu. Mais bon, on s'est bien amusé. Tu as vu comment elle a sursauté? Bang! Et c'est tout, la reine de la forêt. PFF. Léo ricana nerveusement en jetant des branches dans le feu. Il était un peu mal à l'aise de ce qu'ils avaient fait au louveteau, mais il avait peur de montrer sa faiblesse devant Stéphane. Et l'autre, le mâle? Demanda Léo en jetant un coup d'œil à la forêt qui s'assombrissait. On dit qu'ils vivent en couple. Et s'il revenait? Stéphane éclata d'un rire si fort que son écho, grossier et étranger, roula sur la cime des arbres, effrayant les écureuils. Revenir? Et alors? Il tapota sa carabine de chasse posée sur le traîneau. Qu'il vienne, je lui ferai un 3e trou dans la tête. La peau du mâle sera encore plus belle, plus riche. Et puis, il ne viendra pas. Les loups sont des lâches. Il a vu qu'on a buté sa femelle. Il a dû filer la queue entre les jambes. T'inquiète pas, gamin. Ici, c'est nous les patrons. On a les machines, on a les flingues. On prend ce qu'on veut. Nicolas restait silencieux. Il était assis un peu à l'écart, taillant un morceau de lard salé avec son couteau.
Il était plus expérimenté qu'eux en matière de forêt, et il avait un mauvais pressentiment. Il n'aimait pas la facilité avec laquelle tout s'était passé. La forêt n'aime pas le sang facile. Il leva la tête et regarda en arrière, vers la direction d'où venaient leurs traces. Le ciel, là-bas, au sud, s'était assombri, se chargeant d'un bleu de plomb lourd. Une tempête se préparait, et dans le bruit du vent qui commençait à se lever dans la cime des pins, il lui sembla percevoir quelque chose d'étrange pendant une seconde. Pas un hurlement, non, mais un craquement de neige rythmé, à peine audible, comme si quelqu'un de grand et de lourd marchait sur leurs traces, sans se cacher, mais sans se montrer non plus. Le temps dans la forêt des Vosges ne change pas au fil des heures, mais au rythme des battements de cœur. 1 heure plus tôt, le ciel était simplement couvert, maintenant, il s'était abattu sur la terre comme un lourd linceul blanchâtre. Le vent, qui au début ne faisait que balancer timidement la cime des pins, se mit soudain à rugir comme une bête blessée et jeta au visage du monde une première poignée de grésil glacial et piquant. Le blizzard avait commencé. Pour toute créature vivante dans la forêt, c'était un signal, cherche un abri, enterre-toi dans la neige, cache-toi dans un creux et ne bouge plus. Mais le loup gris ne s'arrêta pas une seconde. Il courait. Sa course était monotone, hypnotique, parfaite dans sa mécanique. Les muscles puissants sous son épaisse fourrure roulaient comme des ressorts d'acier, ses larges pattes se projetaient en avant avec la précision d'un métronome. Il ne sentait pas la fatigue. Le chagrin qui avait inondé son cœur dans la clairière près du terrier dévasté s'était maintenant transformé en un objectif froid et cristallin. Il n'était plus simplement une bête, il était devenu l'incarnation vivante du châtiment, une flèche lancée qui ne peut s'arrêter avant d'avoir atteint sa cible. La neige tombait en un mur, recouvrant les traces des motoneiges, transformant les sillons profonds en dépressions à peine visibles. Pour un œil humain, la trace aurait disparu en 20 minutes. Mais le loup n'avait pas besoin de ses yeux. La piste que ces hommes laissaient flottait dans l'air, un ruban lourd et nauséabond. L'odeur d'essence imbrûlée, l'odeur de cigarettes bon marché, l'odeur de peur et d'agression. Aucun vent ne pouvait effacer tout cela. Le loup courait, la tête baissée, goûtant littéralement cet air. Il sentait la distance changer. Ils étaient rapides, mais ils s'arrêtaient souvent. Ils buvaient, ils fumaient, ils satisfaisaient leurs besoins, souillant la neige blanche de taches jaunes. Ils étaient bruyants, maladroits et suffisants. Ils ne savaient pas que la forêt n'est pas un simple décor pour leur divertissement. La forêt est un organisme vivant. Et en ce moment, elle était du côté du loup. Une vingtaine de kilomètres plus loin, la colonne de braconniers commença à rencontrer ses premières difficultés. Blizzard! Cria Nicolas, essayant de couvrir le rugissement du vent et du moteur. Il était au volant de la première motoneige, plissant les yeux à cause de la neige qui lui fouettait le visage. La visibilité était tombée à 10 mètres. Les phares n'extirpaient du brouillard blanc que des tourbillons de flocons qui volaient à leur rencontre, créant un effet de tunnel vertigineux. Il devenait dangereux de conduire. Sous la neige fraîche et poudreuse pouvaient se cacher des arbres abattus, des rochers ou des ravins profonds. « Il faut s'arrêter !» cria-t-il en se retournant vers Stéphane, qui était assis dans le traîneau, emmitouflé dans une peau de mouton. « On ne peut pas continuer. On va se casser le cou. » Stéphane grimaça de mécontentement. Il voulait atteindre la cabane de chasse avant la nuit, pour dormir au chaud et non se geler les os dans une tente. Mais il était inutile de se battre contre le temps, même pour lui. « D'accord, » fit-il d'un geste de sa main gantée de fourrure. « Trouve un endroit. Là-bas, près du rocher, ça a l'air plus calme. » Ils quittèrent la piste pour un amoncellement d'énormes rochers qui formaient un abri naturel contre le vent. Le travail commença. Ces hommes savaient s'installer dans la forêt, on ne pouvait pas leur enlever ça. Léo et Nicolas tendirent rapidement une bâche entre les arbres, créant une protection contre la neige. Ils coupèrent des branches de sapin pour ne pas s'asseoir sur le sol gelé. Bientôt, un feu crépita joyeusement, dévorant des branches sèches et résineuses. La flamme s'élança vers le haut, projetant sur le mur du tourbillon blanc des ombres dansantes et sinistres. Une odeur de saucisson sec et de thé chaud se répandit. Il semblait qu'un petit îlot de civilisation et de sécurité avait surgi au milieu du chaos déchaîné. Les hommes se détendirent. Ils parlaient fort, riaient, se sentant vainqueurs. Ils étaient convaincus que la bâche épaisse, le feu et les carabines les protégeaient de tout ce qui pouvait se cacher dans l'obscurité. Mais ils se trompaient. L'obscurité a des yeux.
Le loup arriva à leur campement 2 heures après qu'ils se furent arrêtés. Il ne s'approcha pas du feu. Il ne se mit pas à grogner ou à hurler. Il s'arrêta à la lisière de la lumière et de l'ombre, là où les reflets des flammes mouraient dans la dense sapinière. Il se coucha dans la neige, posa sa tête sur ses pattes avant et se transforma en congère. La neige recouvrit sa fourrure grise, le rendant invisible. Seuls ses yeux, 2 charbons jaunes, froids et fixes, suivaient attentivement chaque mouvement des hommes près du feu. Il les étudiait. Il voyait comment le jeune, Léo, sursautait nerveusement à chaque craquement de branche dans le feu. Il sentait que celui-ci était le maillon le plus faible. Il voyait comment Stéphane coupait la viande avec assurance, comment il ajustait son arme d'un geste de propriétaire. Ce chef était le plus dangereux. Et il voyait le troisième, Nicolas, qui buvait peu et scrutait constamment l'obscurité, tournant la tête comme une bête aux aguets. Nicolas ressentit à nouveau cette sensation. Ce sentiment collant et désagréable d'un regard dans son dos, qui vous glace le sang entre les omoplates. Il cessa de mâcher et posa lentement son morceau de pain sur son genou. Sa main se porta d'elle-même vers le couteau à sa ceinture. « Dis, Stéphane, dit-il doucement, sans quitter des yeux le mur sombre de la forêt. On est suivi. » Stéphane, qui avait déjà vidé quelques verres, rôta paresseusement et regarda son camarade avec des yeux troubles. « Suivi par qui ? Le diable ou ta conscience qui se réveille ? Ne me fais pas rire. Par un temps pareil, même les démons restent chez eux. Ne dis pas ça, secoua la tête Nicolas. Un chien aboierait, un ours ferait du bruit. Mais là, c'est le silence, un silence lourd. Comme si quelqu'un nous regardait, et nous voulait du mal, un mal terrible. En entendant cela, Léo s'étouffa avec son thé. Ses yeux s'agitèrent de peur. Arrête de nous faire peur, couina-t-il, et sa voix trembla de manière traîtresse. On vous a dit que les loups sont partis, on les a tous tués. Tous ? Non, pas tous, marmonna Nicolas. Le mal est resté. Et un loup solitaire qui a perdu sa meute. C'est pire qu'un ours enragé. Il n'a plus rien dans la tête, à part la vengeance. Il ne mange pas, il ne dort pas. Il ne fait que marcher. Stéphane fronça les sourcils. Il en avait assez de ces contes de bonne femme qui gâchaient sa beuverie. Il se leva brusquement, attrapa sa carabine et, en titubant, s'approcha du bord du cercle de lumière. « Et, qui est là ? Montre-toi si t'es pas un lâche !» hurla-t-il dans l'obscurité, et sa voix se noya dans le hurlement du vent. En réponse, seulement le sifflement du blizzard et le craquement des arbres. « Tu vois ?» Il se tourna triomphalement vers les autres. « Personne. T'as des hallucinations, le pisteur. Tu devrais boire moins, ou plus, pour ne plus rien voir. » Il tira en l'air, juste pour la frime. La détonation claqua aux oreilles. L'éclair lumineux illumina une fraction de seconde les sapins les plus proches. Et à cet instant, juste pour un centième de seconde, Nicolas les vit. 2 lueurs vertes, qui avaient reflété l'éclair du coup de feu dans le fourré dense, à une 50aine de mètres du camp. Elles ne clignèrent pas, elles ne bougèrent pas, elles s'éteignirent simplement lorsque l'obscurité referma ses bras. Nicolas se glaça. Il savait ce que c'était. Aucun renard, aucun lièvre ne resterait à regarder un coup de feu. Seulement celui qui n'a pas peur, celui qui est venu chercher ce qui lui est dû. Le loup ne tressaillit même pas au son du coup de feu. Il savait ce qu'était un fusil. Il savait qu'il n'est dangereux que lorsque son œil noir, le canon, vous regarde. Et là, l'homme tirait vers le ciel, défiant les dieux de la forêt. L'imbécile. Le loup se leva lentement, sans bruit. Il en avait vu assez. Il avait appris leurs habitudes, leurs voix, leurs peurs. Il avait compris où ils dormaient, où se trouvaient leurs armes. Ce soir, il n'attaquerait pas. Il était trop intelligent pour une attaque frontale contre 3 hommes armés. Sa vengeance serait différente, raffinée, longue. Il les ferait avoir peur. Il leur ferait gaspiller leurs munitions dans le vide. Il userait leurs nerfs à tel point qu'ils commenceraient à voir un ennemi l'un en l'autre. Le loup fit demi-tour et se fondit silencieusement dans le blizzard, faisant un large cercle autour du camp. Il s'approcha de l'endroit où se trouvaient les motoneiges. Les machines, en refroidissant, craquaient doucement. Elles sentaient la haine. Le loup s'approcha du traîneau attaché à la motoneige arrière.
là, sous une bâche, se trouvait un bidon d'essence. Leur sang précieux, sans lequel ces chevaux de fer deviendraient de la ferraille inutile. Le loup renifla. Le plastique du bidon était dur, mais le bouchon sentait les mains humaines. Prudemment, avec ses seules incisives, il saisit la sangle qui attachait le bidon au traîneau. Une secousse, et le nœud céda. Le bidon pencha mais ne tomba pas. Le loup savait qu'il ne fallait pas faire de bruit maintenant. Il fit autre chose. Il leva la patte arrière et, abondamment, ostensiblement, marqua le siège du conducteur de la motoneige de Stéphane. C'était une marque noire, un signe de guerre. Puis il se retira dans l'obscurité, se coucha sous un sapin touffu, de manière à voir le camp, et ferma les yeux. Il avait besoin de se reposer. Demain serait une longue journée. Demain, la forêt deviendrait pour ces hommes non pas un foyer, mais un piège. En attendant, qu'ils tremblent à chaque bruissement. Que Nicolas scrute l'obscurité jusqu'à s'en faire mal aux yeux. Que Léo sursaute dans son sommeil. La peur épuise mieux que la faim. Et quand ils s'affaibliront, quand ils commettront leur première erreur, il sera là. Le blizzard s'intensifiait. Le vent hurlait comme si des milliers de loups s'étaient rassemblés pour pleurer les louveteaux tués. Dans la tente, il faisait chaud grâce à un réchaud à gaz, mais personne, à part Stéphane ivre, ne dormait. Léo était allongé les yeux ouverts, serrant un couteau dans sa main moite. Nicolas était assis à l'entrée, écoutant la cacophonie de la tempête, et priait ses dieux oubliés depuis longtemps, ne leur demandant qu'une chose, que l'aube arrive le plus vite possible. La nuit dans la forêt en hiver est infinie, comme l'éternité elle-même. Et dans cette éternité ne régnait qu'une seule loi, la loi de la griffe et du croc. Le matin après un blizzard dans la forêt est toujours d'une beauté trompeuse. Le ciel s'était éclairci jusqu'à un bleu perçant et vibrant. Le soleil inondait le monde d'une lumière éblouissante, faisant scintiller chaque congère de millions de diamants. Mais derrière cette beauté se cachait un froid mortel. La température était tombée à moins 40 degrés. L'air était glacial, le souffle se coupait. Par un tel gel, le métal devient cassant comme du verre, et le caoutchouc s'effrite entre les doigts. Le campement des braconniers se réveilla difficilement. Stéphane, tourmenté par une gueule de bois féroce, sortit le premier de la tente. Il était en colère contre le monde entier, contre le froid, contre son mal de tête, contre Léo qui gémissait dans son sommeil. Il déboutonna son pantalon pour se soulager juste à la sortie, sans prendre la peine de s'éloigner dans les bois. Et à cet instant, son regard tomba sur les motoneiges. Bordel de merde? Grognatait-il, plissant les yeux à cause du soleil. Il se reboutonna et, faisant craquer la neige sous ses pas, s'approcha de sa Yamaha. L'odeur lui frappa le nez avant même qu'il en voie la cause. Une odeur forte, musquée, animale, qui surpassait même celle de l'essence. Stéphane se figea. Son siège de conducteur, recouvert de cuir coûteux, était souillé et déjà recouvert d'une croûte de glace jaunâtre. La bête n'avait pas seulement marqué son territoire à proximité, elle avait marqué sa place, la place du chef. Ce n'était pas un simple avertissement. Dans le langage de la forêt, c'était une insulte indélébile, un défi à un combat à mort, un crachat au visage. Nicolas. Léo. Debout, bordel. Le rugissement de Stéphane déchira le silence matinal, faisant s'envoler une volée de jets avec des cris. De la tente, s'en mêlant dans leur sac de couchage, sortirent ses complices. Nicolas, en voyant le siège, devint blême. Son visage basané prit la couleur d'un vieux parchemin. Il s'approcha lentement, retira son gant et passa un doigt sur le cuir gelé du siège, comme pour vérifier s'il ne rêvait pas. Il était là, murmura le pisteur, et sa voix tremblait. Cette nuit, pendant que nous dormions, il tournait autour de nous. Il aurait pu nous égorger pendant que nous ronflions, Stéphane. Mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il a eu la trouille, aboya Stéphane, donnant un coup de pied rageur dans la chenille de la motoneige. La sale bête, il est venu renifler, mais il n'a pas eu le courage d'attaquer. Non, secoua la tête Nicolas, et dans ses yeux se lisait une terreur primitive. Tu n'as pas compris, chef. Il n'a pas eu peur. Il a eu du dédain. Il a montré que pour lui, nous ne sommes pas des chasseurs. Nous sommes sa proie. Il joue avec nous. Léo se tenait à l'écart, claquant des dents. Il eut soudain envie de rentrer chez lui, chez sa mère,
dans son appartement chaud avec internet et l'eau chaude. Tout le romantisme de la vraie chasse virile s'était évaporé, ne laissant derrière lui qu'une peur poisseuse. Et si? Et si on rentrait? Couinat-il. Au diable ses peaux. On a assez d'essence pour atteindre la route. Stéphane se tourna lentement vers lui. Son visage s'empourpra. Les veines de son cou se gonflèrent. Rentrer? Répéta-t-il doucement, d'un ton menaçant. Pour que je fuis devant un clébard? Je raserai cette forêt, mais je lui arracherai la peau. Personnellement, et vivant. Préparez-vous, et vite. Les préparatifs furent nerveux. Les mains de tous tremblaient. Nicolas, en rangeant les affaires dans le traîneau, regardait sans cesse autour de lui. Il remarqua que la sangle d'un des bidons d'essence était desserrée, comme s'il ne s'était défait tout seul. Bizarre, pensa-t-il en le resserrant. J'étais pourtant sûr de l'avoir bien attaché. Il n'y prêta pas plus d'attention, mettant cela sur le compte de la fatigue et du gel. C'était leur première erreur fatale. Le loup, qui les observait depuis le sommet d'une crête rocheuse à un demi-kilomètre, le savait. Le nœud qu'il avait endommagé avec ses dents ne tenait qu'à un fil. Le tissu de la sangle avait été mordu à l'endroit le plus discret. La colonne s'ébranla. Le rugissement des moteurs troubla à nouveau la majesté de la forêt hivernale. Les motoneiges, crachant des nuages de fumée bleutée, s'élancèrent, traçant un sillon profond dans la neige fraîche. Stéphane roulait en tête, agrippé au guidon à s'en blanchir les doigts. Il poussait la machine à sa limite, ne désirant qu'une chose, voir une échine grise dans sa ligne de mire. Nicolas et Léo suivaient, tirant le lourd traîneau de provisions. Ils parcoururent une dizaine de kilomètres. Le terrain devint plus difficile. Des ravins, envahis de buissons denses, commencèrent à apparaître. Les motoneiges sautaient sur les bosses. Sur l'un de ces sauts, lorsque le traîneau fut projeté en l'air, la sangle mordue qui retenait le bidon de réserve de 20 litres d'essence se rompit avec un bruit sec. Le récipient en plastique rouge vola dans une congère et disparut instantanément dans la poudreuse profonde. Personne ne remarqua la perte. Le rugissement des moteurs et la poussière de neige dissimulèrent efficacement le moment de la catastrophe. Le loup, qui courait sur un parcours parallèle au sommet des collines, le vit. Il s'arrêta. Il ne descendit pas vers le bidon. Il n'avait pas besoin de l'essence. Il avait besoin de temps. Il savait que tôt ou tard, il découvrirait la perte, et alors la panique commencerait. Il s'assit dans la neige, tira la langue pour refroidir son corps échauffé par la course, et s'autorisa un rictus bref, presque humain. Le score était de 1-0 en sa faveur. Pendant ce temps, Stéphane remarqua des traces. Des empreintes fraîches et profondes de pattes énormes qui croisaient leur chemin. Le voilà. Hurla-t-il pour couvrir le bruit du moteur. Fraîche. Il se dirige vers le ruisseau sombre. On va le coincer. L'excitation de la chasse obscurcit sa raison. La piste était trop évidente, trop facile. Le loup ne se cachait pas. Il les guidait. Il les menait là où le terrain jouait contre les machines, vers des chablis et des sources non gelées, cachées sous la neige. Stéphane, arrête. Tenta de crier Nicolas dans la radio. C'est un piège, il nous fait tourner en rond. Mais Stéphane n'écoutait pas. Il appuya sur l'accélérateur. La motoneige rugit et fonça, louvoyant entre les arbres. Léo, assis derrière Nicolas, s'agrippa à la veste de son partenaire. « Pourquoi on va si vite » cria-t-il. « On va se planter. » Soudain, la trace du loup s'interrompit. Elle disparut simplement, comme si la bête s'était envolée. Stéphane freina brusquement, la motoneige dérapa, soulevant un nuage de poudreuse. Il sauta dans la neige, arrachant la carabine de son épaule. Où est-il? Où est-il passé? Nicolas coupa son moteur et s'approcha, examinant attentivement les lieux. Une feinte, dit-il sombrement. Il a sauté sur le côté, dans ses propres traces, et est parti sous les sapins. Un classique. Il nous embrouille, Stéphane. Il faut vérifier le carburant. On a roulé à fond pendant une demi-heure. Ça consomme un maximum. Stéphane fit un geste de la main. Je m'en fous. On a 2 bidons pleins en réserve. De quoi aller jusqu'en Chine. Trouve la piste.
Nicolas secoua la tête, mais s'approcha du traîneau pour vérifier le chargement. Il souleva la bâche. Son visage s'allongea. « Stéphane » appela-t-il doucement. « Qu'est-ce qu'il y a encore ?»« Le bidon n'est plus là. »« Comment ça, plus là ?» Stéphane accourut vers le traîneau. Là où le récipient rouge aurait dû se trouver, il y avait un vide. La sangle rompue pendait comme la langue d'un pendu. « On l'a perdu » murmura Léo. « On a perdu notre réserve. » Un silence s'abattit sur la forêt. Maintenant, il n'était plus solennel, mais sinistre. Ils étaient à 50 km de toute habitation. Le carburant dans les réservoirs suffisait pour la moitié du chemin. Sans réserve, le retour se transformait en loterie. C'est lui. Nicolas regarda la sangle rompue. Le bord n'était pas simplement déchiré, il était déchiqueté. Regarde, Stéphane. Ce n'est pas l'usure qui l'a fait rompre. Ce sont des dents. Il a rongé la sangle. Cette nuit. Il savait. Stéphane lui arracha la sangle des mains, regarda les marques de dents. Son visage devint cramoisi, mais pour la première fois, une lueur de peur brilla dans ses yeux. Une bête capable d'un tel sabotage n'est pas un simple loup. C'est un esprit vengeur. Demi-tour, dit-il d'une voix rauque. On suit notre trace, on retrouvera le bidon. Il n'a pas pu aller bien loin. Et si on ne le retrouve pas? Demanda Léo. Il neige, il sera recouvert en une demi-heure. On le retrouvera, hurla Stéphane, sinon on crèvera ici à pied. Fais demi-tour. Ils commencèrent à manœuvrer dans le passage étroit, au milieu des chablis. Les lourdes motoneiges tournaient maladroitement, comme des hippopotames dans un marécage. Et c'est à ce moment précis, alors que les machines étaient en travers du chemin et que les hommes étaient occupés par leurs manœuvres, qu'un éclair gris jaillit du fourré. Le loup n'attaqua pas les hommes. Il savait qu'ils avaient des bâtons de tonnerre. Il choisit une autre cible. Léo, qui se tenait près du traîneau et aidait à pousser la motoneige coincée, vit soudain une énorme gueule béante foncer droit sur lui. Il poussa un cri strident, se protégeant avec ses bras, et tomba dans la neige. Mais le loup l'ignora. En un saut, il passa par-dessus le garçon tombé et, de toute sa masse de 100 kilos, percuta le flanc de la deuxième motoneige, sur laquelle se trouvait le sac de provisions. Le choc fut si violent que la machine pencha. Le loup saisit avec ses crocs la lanière du sac de provisions en conserve, pain, alcool et, d'une traction puissante, l'arracha de ses fixations. « Tire ! Tire !» hurla Stéphane en épaulant sa carabine. Bang! 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 Les balles firent jaillir des gerbes de neige autour de la bête, mais le loup, zigzagant comme un lièvre avec le lourd sac entre les crocs, disparaissait déjà derrière les arbres. 3 secondes plus tard, il n'était plus là. Avec lui, leur nourriture avait disparu. Léo était allongé dans la neige et pleurait. Nicolas était assis sur la motoneige, les bras ballants. Stéphane se tenait là, sa carabine fumante, respirant lourdement. Il nous a laissés sans nourriture, constata Nicolas d'une voix calme et morte. D'abord l'essence, maintenant la bouffe. Il ne veut pas nous tuer rapidement. Il veut qu'on ait faim et froid. Il veut qu'on devienne faible. La ferme. Rugit Stéphane. La ferme et démarre le moteur. On va chercher l'essence. On trouvera l'essence, on rentrera à la base. Au diable le loup. Je veux vivre. Ils ignoraient que le bidon qu'ils avaient perdu 1 heure plus tôt avait déjà été retrouvé. Le loup l'avait localisé à l'odeur. Il ne pouvait pas l'emporter. Mais il pouvait faire autre chose. Il perça le plastique à 3 endroits et le renversa dans la neige. Le précieux liquide s'écoula, imprégnant le sol d'une tache inutile et puante. Ils avaient maintenant un demi-réservoir, pas de nourriture et un froid de -30 degrés, qui promettait de descendre à -50 pendant la nuit. Et le plus effrayant, c'est qu'ils n'étaient plus des chasseurs. Ils le comprirent au moment où ils virent les yeux du loup sautant par-dessus Léo. Dans ses yeux, il n'y avait pas de fureur. Il y avait le calcul froid et mathématique d'un bourreau. La chasse avait commencé. Vous avez déjà entendu le murmure du gel? Pas ce petit froid de ville qui vous pince les joues sur le chemin du métro, mais le véritable gel de la forêt, à -40. Il ne pince pas,
il murmure, il bruisse, lorsque votre propre souffle, en sortant de votre bouche, se transforme instantanément en poussière de glace et se dépose sur vos vêtements avec un léger chuchotement sec. C'est le son de la mort, qui se tient derrière votre épaule gauche et attend que votre feu intérieur s'éteigne. C'est ce son qui était désormais le seul compagnon des 3 hommes, bloqués au milieu d'un océan de neige infinie. Ils durent établir un campement. Conduire dans l'obscurité avec un demi-réservoir, sans nourriture, sans connaître la route, était de la folie. Stéphane, le cœur serré, donna l'ordre de couper les moteurs. Dès que le rugissement cessa, le silence s'abattit sur eux. Ce silence dense et cotonneux où le battement de votre propre cœur semble être le fracas d'un marteau. Un feu, ordonna Stéphane, et sa voix résonna de manière anormalement forte et aiguë. Ramassez du bois sec, beaucoup. On a besoin d'un feu de camp jusqu'au ciel. Ils travaillèrent comme des possédés. La peur les poussait mieux que n'importe quel contremaître. Ils abattirent des sapins secs, transportèrent d'énormes bûches, se cassant les ongles et déchirant leurs vêtements. Ils avaient besoin de flammes, ils avaient besoin de lumière. Le feu était leur seul mur, les séparant de ce qui se cachait dans les ténèbres. Lorsque le feu prit, projetant des étincelles vers le ciel noir, ils se blottirent autour de lui en un groupe compact. La chaleur du feu suffisait à peine à leur brûler le visage, tandis que leur dos se glaçait sous le souffle glacial de la forêt. « J'ai faim » gémit Léo. Il était accroupi, se balançant d'avant en arrière. Ses nerfs lâchaient. Son jeune organisme, habitué à une alimentation régulière, commençait déjà à envoyer des signaux de détresse. Par un tel froid, les calories brûlent comme du papier. Sans nourriture, le sang s'épaissit, le corps se refroidit et l'esprit s'embrume. Mâche de la neige, grogna Stéphane. Il sortit une flasque d'alcool. La seule chose qui avait survécu dans sa poche. Tiens, prends une gorgée, ça trompera ton estomac. Nicolas lui saisit la main. Non, chef, pas d'alcool. En ce moment, c'est la mort. Tu te réchaufferas une minute, puis tu gèleras de l'intérieur. Les vaisseaux se dilatent, la chaleur s'échappe. Il faut endurer. Stéphane repoussa sa main et but avidement au goulot. Je me fiche de ta médecine. J'ai peur. Tu comprends? Souffla-t-il, et l'odeur d'alcool se mêla à l'air glacial. Je veux boire pour ne pas entendre. Entendre quoi? Demanda Léo, les yeux ronds. Comment il marche? Murmura Stéphane. Et ils l'entendirent. Crac. Le son provenait de l'obscurité, à une vingtaine de mètres du cercle de lumière. C'était le bruit d'une branche sèche se brisant sous une patte lourde. Le loup était là. Il n'était pas parti, il ne dormait pas. Il tournait en rond, resserrant le cercle. Léo épaula son fusil. Ses mains tremblaient si fort que le canon bougeait dans tous les sens. Je vois des yeux. Là-bas, vert. Cria-t-il en appuyant sur la gâchette. Babam. Le tir de chevrotine pulvérisa un jeune bouleau à la lisière de la lumière. Manqué. Cria-t-il en rechargeant. Il était là, je l'ai vu. Cessez le feu. Aboya Nicolas en arrachant le fusil des mains du garçon. Économiste et cartouche, on n'en a pas une caisse. C'est exactement ce qu'il veut. Ce qu'il veut? Sanglota Léo. Qu'on panique, qu'on gaspille nos forces et notre plomb dans le vide. Il n'attaquera pas maintenant. Pourquoi risquerait-il sa peau? Il attend que le feu s'éteigne ou qu'on s'endorme. Un loup, ce n'est pas un ours. Il ne fonce pas tête baissée. C'est un stratège. Nicolas jeta une brassée de branches dans le feu. La flamme s'élança, et dans ses reflets, le pisteur vit ce qui fit manquer un battement à son cœur. De l'autre côté du feu, à la limite de la visibilité, entre deux sapins, était assis le loup. Il était simplement assis, calmement, comme un sphinx. Sa fourrure grise se fondait avec les troncs, et seuls ses yeux jaunes brillaient d'une lumière froide et intelligente. Il regardait droit vers Stéphane. « Regarde, chef, dit doucement Nicolas. Il est venu te voir. » Stéphane se retourna brusquement, saisissant sa carabine, mais le loup n'était plus là. À sa place, seule une branche de sapin se balança, faisant tomber son chapeau de neige. « La charogne !» siffla Stéphane.
Ils se moquent de nous. Cette nuit-là, personne ne dormit. Ils étaient assis dos à dos, les armes prêtes. Toutes les demi-heures, quelqu'un se levait brusquement, croyant entendre un bruit, et scrutait l'obscurité jusqu'à s'en faire mal aux yeux. Le loup ne leur laissait aucun répit. Tantôt il s'approchait du côté du vent pour qu'il sente son odeur, tantôt il se mettait à gratter un arbre avec ses griffes, imitant le bruit de couteau qu'on aiguise. C'était une torture par l'insomnie, une torture par l'attente. Au milieu de la nuit, le gel s'intensifia. La température passa sous la barre des -40 degrés. Les arbres autour commencèrent à craquer, à éclater sous l'effet du gel de la sève, produisant des bruits semblables à des coups de pistolet. Chaque détonation faisait sursauter et gémir Léo. « On va mourir ici, n'est-ce pas » marmonna-t-il, le nez dans les genoux. « On va geler, et puis il viendra nous manger encore tiède. » La ferme. Stéphane le frappa du poing à l'épaule. « Arrête de pleurnicher. Demain matin, on partira, on trouvera l'essence. On doit la trouver. Je me souviens de l'endroit où le bidon est tombé. Ce n'est pas loin. » Il mentait. Il ne s'en souvenait pas. Il était ivre et effrayé quand il fonçait avec les motoneiges. La forêt est partout la même. Trouver un bidon rouge dans le silence blanc sous la neige fraîche, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais l'espoir était la seule chose qui leur restait. Au petit matin, à l'heure la plus sombre, l'heure du loup, quand le sommeil terrasse même les condamnés à mort, Léo finit par s'assoupir. Sa tête tomba sur sa poitrine. La carabine glissa de ses doigts affaiblis. Et aussitôt, comme s'il avait attendu ce moment, quelque chose jaillit de l'obscurité. Un objet, lancé avec force, heurta le traîneau près de Léo avec un bruit sourd. Le garçon sursauta avec un hurlement, agrippant le vide. Stéphane et Nicolas épaulèrent leurs armes. Qu'est-ce que c'était? Une grenade? Ils éclairèrent avec une lampe de poche. Sur la neige, à leurs pieds, se trouvait leur sac de provisions. Le même que le loup avait volé pendant la journée. Il était vide. Le tissu était déchiré en lambeaux, comme par des rasoirs. Les boîtes de conserve étaient percées de part en part par de puissants crocs, leur contenu aspiré. Le pain était réduit en miettes glacées. Le loup leur avait rendu le sac. « C'est un message », dit Nicolas d'une voix morte, en ramassant le chiffon déchiqueté. Il dit, « Moi, j'ai mangé, mais pas vous. Il se nourrit de nos provisions pour prendre des forces avant de nous tuer. Et il nous rend l'emballage vide. » Stéphane regardait le sac vide, et pour la première fois de sa vie, quelque chose qui ressemblait à du désespoir apparut dans ses yeux. Ce n'était pas le comportement d'une bête. C'était le comportement d'un ennemi intelligent et cruel, qui savourait sa vengeance. « Il ne nous laissera pas partir, » murmura-t-il. « Il ne veut pas seulement nous tuer. Il veut qu'on comprenne. » « Qu'on comprenne quoi ?» demanda Léo. « Pourquoi on meurt ?» L'aube arriva, grise, brumeuse et encore plus froide. Ils avaient survécu à cette nuit, mais ils étaient épuisés. Leurs visages étaient devenus cireux, leurs yeux cernés. Sans nourriture ni sommeil par un froid glacial, un homme se consume en 2 jours. Ils entamaient leur 2e journée. Stéphane se leva en titubant. Démarrer les moteurs. On retourne chercher l'essence. Ou la trace, ou l'odeur, n'importe quoi. Ils s'assirent sur les sièges gelés et durs comme de la pierre des motoneiges. Les moteurs démarrèrent avec difficulté, toussant et crachant une fumée bleutée. L'huile s'était épaissie. Ils partirent lentement, sans assurance. Le loup les observait depuis un grand sapin, sur une branche duquel il s'était perché comme un lynx. Il les voyait ramper. Il voyait que la motoneige arrière, sur laquelle se trouvait Léo, laissait derrière elle une fine traînée noire à peine visible sur la neige. De l'huile. La veille, lorsque le loup avait percuté la motoneige pour voler la nourriture, il n'avait pas seulement frappé le sac. Une de ses griffes, dure comme le diamant, avait percé un tuyau d'huile. La fissure était minuscule, mais le gel avait fait son œuvre. Le caoutchouc avait éclaté. La motoneige de Léo était en train de mourir. Il lui restait environ 5 kilomètres à vivre. Et le loup le savait. Il sauta de l'arbre dans la neige molle et se mit à trotter derrière eux. Le temps jouait pour lui. La mort d'une machine dans la forêt est plus effrayante que celle d'un homme. Un homme meurt en silence.
Il s'endort simplement. Sa respiration devient vapeur et se dissout dans l'air. Une machine meurt dans un hurlement. La motoneige de Léo, qui fermait la marche, émit soudain un grincement strident et perçant. C'était le bruit du métal frottant contre du métal sans une goutte de lubrifiant. Le piston, chauffé à blanc dans le cylindre sec, se souda littéralement aux parois. Le moteur toussa une fumée noire, eut un dernier soubresaut et se tut. Pour toujours. Le silence soudain frappa les oreilles plus douloureusement que le vacarme. Léo était assis sur la motoneige, agrippé au guidon, et ses yeux étaient pleins d'un ressentiment enfantin. Il a calé, Stéphane, cria-t-il vers l'avant, où la motoneige de tête s'était arrêtée. Il ne redémarre pas. Stéphane fit demi-tour, sauta dans la neige et s'approcha de la machine en panne d'un pas lourd. « Qu'est-ce que tu as fait, idiot » siffla-t-il. « Rien, je conduisais, c'est lui qui. » Nicolas s'approcha à son tour. Il retira son gant et toucha prudemment le bloc-cylindre, puis retira vivement sa main. Le métal était si chaud qu'il sifflait au contact des flocons de neige. Il se pencha, passa un doigt sous le châssis. Le doigt revint noir, huileux. Plus d'huile, constata-t-il. Ça a fui, le tuyau est percé. Moteur serré. C'est fini, Stéphane. Ce n'est plus qu'un tas de ferraille de 300 kilos. Stéphane regarda la motoneige, puis Léo, puis le mur sombre de la forêt. Dans ses yeux se lisait un calcul froid. Le tuyau est percé, répéta-t-il. C'est quand il a sauté, quand il a pris la bouffe. C'est ça, acquiesça Nicolas. Il a dû l'accrocher avec une griffe ou une dent. Il nous a désarmés, chef. Une unité de moins. La situation, déjà mauvaise, devint catastrophique. Il leur restait une seule motoneige pour 3 hommes robustes en lourds vêtements d'hiver, plus le traîneau avec le reste de l'équipement. La Yamaha de Stéphane était une machine puissante, mais la neige profonde et la triple charge étaient une condamnation pour la transmission et une consommation de carburant effrénée. Et du carburant, il n'en avait presque plus. « Qu'est-ce qu'on fait » demanda Léo, et sa voix se brisa en un couinement. Stéphane s'approcha silencieusement du traîneau de la motoneige en panne. Là se trouvaient les pots, celles-là même pour lesquelles ils étaient venus. Et la tente, et les sacs de couchage. Déchargez, ordonna-t-il. On ne prend que les armes, les munitions et un seul sac de couchage. Le reste, on le laisse. Comment ça, on le laisse ? S'emporta Léo. Il y a les pots, ça vaut une fortune. La vie est plus précieuse, imbécile, hurla Stéphane en attrapant le garçon par le col. Tu veux les porter sur ton dos ? Vas-y, reste ici et garde-les, nous on s'en va. Léo se tut. Rapidement, fébrilement, ils transférèrent le strict nécessaire dans le traîneau de la première motoneige. Le cadavre de la motoneige abandonnée resta là, monument à l'arrogance humaine au milieu d'un champ blanc. Montez ! Grogna Stéphane. Léo dans le traîneau. Nicolas derrière moi. On y va. Si on a de la chance, on arrivera à l'endroit où le bidon est tombé. S'il est intact, on est sauvé. Sinon. Il ne termina pas sa phrase, mais tout le monde comprit. Sinon, ils étaient des hommes morts. Une seule motoneige, surchargée au-delà de toute mesure, s'ébranla avec un rugissement laborieux. Elle s'enfonçait dans la neige. La chenille patinait, projetant des gerbes de poudreuse. La vitesse tomba à celle d'une tortue, 10 à 15 km/h. Le moteur hurlait à haut régime, dévorant le précieux carburant par litre. Le loup les observait. Il n'était pas pressé. Il savait que maintenant, il n'irait nulle part. Ils étaient devenus aussi lents qu'une chenille. Il courait sur le côté, se cachant derrière les arbres, et son cœur battait régulièrement et fort. Il voyait à quel point la machine peinait. Il sentait l'odeur du métal surchauffé. Encore un peu. Ils roulèrent pendant 1 heure. Cette heure leur parut une éternité. Le gel les transperçait jusqu'aux os, même à travers leurs épaisses vestes, car ils ne bougeaient presque pas. Léo, dans le traîneau, se transforma en statue de glace. Son visage devint blême. « Stop !» cria soudain Nicolas en tapant sur l'épaule de Stéphane. « Arrête !» L'endroit, je reconnais ce rocher.
Stéphane freina brutalement. T'es sûr que c'est ici? Ici. Nicolas sauta dans la neige, s'enfonçant jusqu'à la taille. Voilà le repère, le pin sec à la cime fourchue. C'est ici qu'on a sauté. Le bidon doit être là. Ils se mirent à creuser la neige. Frénétiquement, comme des fous, ils déblayaient les congères avec leurs mains, leurs pieds, les crosses de leurs fusils. Le voilà! Cria Léo, tirant le bidon en plastique rouge par un lambeau de sangle. La joie éclata et s'éteignit aussitôt. Le bidon était étrangement léger. Léo le secoua. Rien ne bougeait à l'intérieur. Vide, murmura-t-il. Le bouchon est en place, mais il est vide. Stéphane arracha le bidon. Il le retourna et vit 3 trous irréguliers et déchiquetés sur le côté. Le plastique avait été mordu avec une telle force que c'en était comme du carton. Le salaud, souffla Stéphane, et ses jambes se dérobèrent sous lui. Il s'assit lourdement dans la neige. Il l'a trouvé avant nous. Il a vidé l'essence. Nicolas s'approcha et renifla la neige à l'endroit où se trouvait le bidon. Ça sent, dit-il. Tout a fui. 20 litres partis dans le sol. C'était la fin. La fin totale, définitive. Stéphane regarda le tableau de bord de sa motoneige. L'aiguille du niveau de carburant était dans la zone rouge. Assez pour 10 km, dit-il d'une voix sourde. 15 au maximum. Et il reste 40 km jusqu'à la base. Qu'est-ce qu'on fait? Demanda Léo, et une larme coula sur sa joue, gelant instantanément. On marche? Répondit Nicolas. 30 km à pied dans la forêt par -40. On n'y arrivera pas, dit Léo. On va crever. On y arrivera, dit soudain Stéphane, et sa voix prit une tonalité d'acier. Un acier terrible et mauvais. On y arrivera, si on voyage léger. Il leva lentement les yeux vers Léo. Le regard du chef était lourd, évaluateur. Il ne regardait pas le garçon comme un homme. Il le regardait comme un poids mort, comme 80 kilos superflus qui consommaient de l'essence, comme le maillon faible qui allait pleurnicher, tomber et les ralentir. Léo recula. « Qu'est-ce que tu as, Stéphane » balbutia Théil. « Pourquoi tu me regardes comme ça ?»« On a peu d'essence, Léo, » dit Stéphane d'un ton mielleux. « Trop mielleux. Le traîneau ne supportera pas 3 hommes. Mais 2. 2, il pourra peut-être les emmener plus loin. Et de là, il restera moins à marcher. Tu veux m'abandonner » couina le garçon en saisissant son fusil. Mais Stéphane fut plus rapide. Lui, le vieux braconnier, fit un mouvement imperceptible, et le canon de sa carabine se pointa sur le ventre de Léo. « Ne fais pas l'idiot, gamin. Je te sauve la vie. On va partir, on va ouvrir la voie, et toi, tu suivras notre trace d'Amé. Ce sera plus facile pour toi. On arrivera, on enverra de l'aide. »« Tu mens » cria Léo. « Tu me laisses au loup. Tu me laisses en pâture pour t'enfuir. » Nicolas se taisait. Il se tenait à l'écart, la tête baissée. Il comprenait ce qui se passait. C'était la loi de la survie dans sa forme la plus laide. Le sacrifice d'un pion pour sauver le roi. Il ne pouvait pas intervenir. Stéphane était dangereux, et Stéphane avait raison. À 3, ils mourraient tous. « Descends du traîneau » ordonna Stéphane. « Laisse l'arme. Elle ne t'aidera pas, mais elle nous sera utile. » « Non. » Léo s'agrippa au traîneau. « Je ne descendrai pas. »« Tire. Tire. » À ce moment, un hurlement retentit de la forêt, tout près. Il fut court, triomphant. Le loup était proche. Il voyait leur discorde. Il voyait la meute humaine se désagréger. Et il les poussait vers la fin. Stéphane sursauta au hurlement. Son doigt sur la gâchette blanchit. « Dégage » rugit-il en tirant au pied de Léo. La neige jaillit en une gerbe. La prochaine sera dans le ventre. Cours, chiot, cours tant que tu es entier. Léo éclata en sanglots, laissa tomber son fusil et, en trébuchant, se mit à courir en arrière sur leurs traces, loin de la motoneige, loin des hommes qui l'avaient trahi.
Il courait dans le silence blanc, à la rencontre de sa mort. Stéphane le suivit du regard, cracha et s'installa au volant. « Monte, Nicolas. On s'est allégé. Maintenant, ça ira. » Nicolas monta silencieusement derrière lui. Il ne regardait pas Stéphane. Il regardait le dos du garçon qui s'enfuyait, et il savait ce qui allait se passer. Le loup n'allait pas suivre la motoneige. Le loup allait suivre le plus faible. Celui qui s'était écarté de la meute. La motoneige rugit et s'élança. Beaucoup plus vivement maintenant. Il s'éloignait. Et Léo resta seul au milieu de la forêt, sans armes, sans nourriture, l'hystérie au cœur et un fantôme gris qui se mettait déjà sur sa piste. Le karma commençait à récolter sa moisson. Le premier était condamné. Le bruit de la motoneige s'estompa avec une lenteur douloureuse. D'abord, il se transforma en un bourdonnement de moustiques agaçants, puis en une fine corde vibrante à l'horizon et, enfin, se dissout dans le grand silence. Léo resta seul. À cet instant, il comprit ce qu'était la véritable solitude. Ce n'est pas quand on est seul dans son appartement. C'est quand, sur des centaines de kilomètres à la ronde, il n'y a pas une seule âme vivante qui vous veuille du bien. Seulement la neige, les sapins et le gel, qui, sentant que l'homme avait cessé de courir, s'abattit sur lui de tout son poids monstrueux. Léo se tenait au milieu de la piste damée, haletant un air glacial, et les larmes, gelant sur ses cils, lui collaient les yeux. Il était sans armes. Il n'avait pas d'allumette, il n'avait même pas de couteau. Stéphane avait tout pris, ne lui laissant que la vie, qui s'écoulait à chaque seconde. Il essaya de courir. D'abord, il courut sur la trace de la motoneige, espérant qu'il reviendrait, que ce n'était qu'une mauvaise blague, une leçon. Il criait, appelait sa mère, appelait Stéphane, promettait de donner tout son argent, mais la forêt absorbait ses cris comme du coton. Après 1 kilomètre de course, il était à bout de souffle. Ses poumons le brûlaient, ses jambes dans ses lourdes bottes étaient devenues de plomb. Il passa à la marche, trébuchant et tombant. Et c'est alors qu'il l'entendit. Un crissement de neige léger et rythmé derrière son dos. Pas chaotique, comme celui d'un homme, mais mesuré. Crac. Pause. Crac. Pause. Léo se figea. Il avait peur de se retourner. Il savait qui était là. Son dos sentait ce regard, un regard lourd, oppressant, d'une créature qui ne connaît pas la pitié. Léo tourna lentement la tête, par à coups. À une 50aine de mètres derrière lui, en plein milieu de la piste, se tenait le loup. Il paraissait énorme sur fond de neige blanche. Sa fourrure grise était hérissée, le faisant ressembler à un ours. Il ne grognait pas, il ne montrait pas les crocs. Il se tenait simplement là et regardait l'homme que sa meute avait abandonné. Dans ses yeux jaunes, Léo ne vit pas de fureur. Il y vit une sentence. Le loup savait que ce bipède n'était plus dangereux. Il n'avait pas de bâton de tonnerre. Il ne sentait pas la poudre, mais la terreur animale et l'urine. Ce n'était plus une chasse, c'était une exécution. « Va-t'en » murmura Léo, les lèvres blêmes. « S'il te plaît. » Je ne voulais pas. C'est Stéphane qui a tiré. Moi, je n'ai fait que regarder. Il recula. Le loup fit un pas en avant. Léo fit 2 autres pas en arrière. Le loup avança de nouveau. Il n'attaquait pas. Il le menait. Il le poussait, mais pas sur la trace de la motoneige, mais sur le côté. Chaque fois que Léo tentait de rester sur la piste dure, le loup faisait une feinte rapide, claquant des dents dans le vide, forçant le garçon à reculer vers la droite, dans la neige molle et profonde. La bête le coupait de la route. Il le poussait dans la neige vierge, dans une tombe de neige d'où il est impossible de sortir. Léo, avec un cri, se jeta dans la congère, essayant de fuir à travers la forêt, de couper, de tromper la bête. C'était une erreur fatale. Dans la neige profonde, il s'enfonça jusqu'à la taille en 10 mètres. Il se débattait comme une mouche dans du sirop, dépensant ses dernières forces. Il rampait à 4 pattes, gémissant et pleurant, s'écorchant les mains sur la croûte de glace. Et le loup marchait à côté. Il ne s'enfonçait pas. Il marchait sur la neige durcie, léger comme un fantôme. Se tenant à quelques mètres sur le côté, il accompagnait sa victime. Parfois, il s'approchait de très près, et Léo entendait sa respiration lourde et chaude.
Il attendait la morsure, mais la morsure ne venait pas. Le loup le poussait simplement du museau à l'épaule s'il s'arrêtait, le forçant à ramper plus loin, plus profondément dans le fourré, plus loin de la piste salvatrice. 1 heure plus tard, Léo cessa de ramper. Ses forces étaient épuisées. Le froid avait pénétré à l'intérieur, atteignant son cœur. D'abord, il cessa de sentir ses mains, puis ses jambes. Maintenant, il avait chaud. Une torpeur agréable et trompeuse se répandit dans son corps. Il eut envie de dormir, juste de fermer les yeux et de s'allonger un peu. Il s'adossa au tronc d'un vieux sapin, étendit ses jambes et sourit. Il lui sembla qu'il était chez lui, que sa mère mettait la table et que ça sentait les tartes. Il leva les yeux. Devant lui était assis le loup. La bête s'approcha tout contre lui. Il s'assit en face de l'homme mourant et le regarda dans les yeux. Dans la conscience défaillante de Léo, l'image du matin précédent refit surface. Les petites boules de poils chaudes, les louveteaux, qu'il avait frappés du pied. Il se souvint comment il avait ri. Maintenant, il ne riait plus. Il regardait dans les yeux du père de ses louveteaux et y voyait son propre reflet. Le loup se pencha vers son visage. Léo sentit le souffle chaud de la bête sur sa joue. « Pardon » souffla-t-il avec son dernier nuage de vapeur. Le loup ne le toucha pas. Il ne déchira pas sa chair. Il resta simplement assis et regarda la vie quitter le corps de son ennemi, les yeux de l'homme devenir vitreux et se couvrir de givre. La forêt avait repris son dû. Le loup se leva, s'ébrouait, levant la tête vers le ciel, poussa un hurlement long et plaintif. C'était un signal. Un de moins, il en restait 2. À 40 kilomètres de là, Stéphane sursauta. Le hurlement les avait rattrapés même à travers le bruit du moteur. Il avait traversé son casque, le rugissement du vent et s'était planté dans son cerveau comme une aiguille de glace. La motoneige fit une embardée, la main de Stéphane serra involontairement l'accélérateur. « Tu as entendu » cria-t-il en se retournant vers Nicolas. « Tu as entendu » Nicolas était assis derrière, la tête rentrée dans les épaules. Son visage était gris. « J'ai entendu » répondit-il sans lever les yeux. « C'est pour Léo. Il lui a chanté la messe des morts. »« C'est fini, Stéphane, le gamin n'est plus. »« Et merde pour lui !» hurla Stéphane, mais il y avait de l'hystérie dans sa voix. « Moins on est de fous, plus on rit. On est presque arrivé. Tu vois la trouée là-bas ? Encore 10 kilomètres et c'est la base. Là-bas, il y a des murs, un poil. Il ne nous aura pas là-bas. » Mais Nicolas savait ce que Stéphane ne voulait pas admettre. Le loup ne s'arrêterait pas. Léo n'était qu'un échauffement, la proie la plus facile. Maintenant, la bête viendrait pour eux. Et il était devenu plus fort, car il avait bu la peur de sa première victime. La motoneige, libérée du poids supplémentaire, allait plus vite, mais l'aiguille du carburant était déjà sur le zéro. Le voyant de la réserve brillait d'un œil rouge angoissant depuis 20 minutes. « On va y arriver » murmurait Stéphane en hypnotisant les instruments. « On doit y arriver. Allez, ma belle, carbure aux vapeurs, à l'air. » Le moteur toussa. 1 fois. 2 fois. Le régime chuta. La motoneige eut un soubresaut et avança par à-coups. « Non, non, pas ici. » Stéphane se mit à balancer la machine avec son corps, comme si cela pouvait aider. Mais on ne trompe pas la physique. L'essence était finie. Le moteur cala. Ils s'arrêtèrent au milieu d'une longue et étroite trouée, enserrée par les murs de la forêt noire. Il restait 7 kilomètres jusqu'à la base. Le silence revint. Maintenant, il était 3 fois plus lourd, car il n'était plus que 2. « On est arrivé » dit Nicolas en descendant du siège. Il n'essaya même pas de vérifier le réservoir. Il savait. La suite, c'est à pied. 7 kilomètres. Sur la neige durcie, on passera, si on prend les skis. On a une seule paire de skis, se souvint Stéphane. La deuxième était avec Léo dans le traîneau. Il l'avait abandonnée. Ils se regardèrent. Une paire de skis de chasse pour 2. La neige avait la hauteur de la taille. Sans ski, la vitesse de déplacement était d'1 km par heure, avec des efforts surhumains. Avec des skis, 5 km par heure. Celui qui irait sans ski était condamné à prendre du retard.
Et prendre du retard signifiait mourir. Je passe en premier, dit rapidement Stéphane en saisissant les skis attachés au flanc. Je vais faire la trace. Ce sera plus facile pour toi de suivre. Nicolas eut un sourire amer, effrayant. Faire la trace? Tu vas crever au bout d'1 kilomètre, Stéphane. T'es lourd, et t'as peur. Donne-moi les skis. Je suis plus léger, plus endurant. J'arriverai à la base, je démarrerai le tout-terrain et je reviendrai te chercher. Ils se faisaient face. 2 prédateurs, 2 complices. Tous deux avaient une carabine à la main. L'amitié, la camaraderie, tout cela avait disparu. Seul l'instinct restait. Je ne les donnerai pas, dit doucement Stéphane en enlevant la sécurité. Les skis sont à moi, la motoneige est à moi. C'est moi qui irai. Tu n'y arriveras pas, répondit Nicolas tout aussi doucement. Sa main se posa sur son couteau. Tu vas crever, et les skis seront perdus. Donne-les de bon gré. Un hurlement retentit de nouveau dans la forêt. Plus proche cette fois. Beaucoup plus proche. Le loup réduisait la distance. Ils suivaient leur piste, sachant déjà ce qu'il y trouverait. Ils sentaient l'odeur de leur querelle, l'odeur de la trahison. Stéphane sursauta au son. Tu entends? Il est tout prêt. Je m'en fiche. Je prends les skis. Il se pencha pour défaire la tâche, et ce fut sa deuxième erreur. Il ne faut jamais tourner le dos à celui qui veut survivre à tout prix. Nicolas ne tira pas. Un coup de feu, c'est du bruit. Il fit simplement un pas en avant et frappa Stéphane à la nuque avec la crosse de son fusil. Un bruit sourd et humide. Stéphane s'effondra dans la neige, le visage en avant, sans même un cri. Nicolas se tenait au-dessus de lui, respirant lourdement. Il ne l'avait pas tué. Pas encore. Mais il avait fait son choix. Rapidement, fébrilement, il détacha les skis, les chaussa, vérifia les fixations, jeta sa carabine sur son dos, regarda Stéphane étendu. Celui-ci bougea, gémit, essayant de relever la tête. Désolé, chef, lança Nicolas. Le traîneau ne supportera pas 2 hommes. C'est toi-même qui l'as dit à Léo. Le karma, mon frère, le karma. Il fit demi-tour et, glissant à grandes enjambées sur les skis, s'éloigna en direction de la base. Il partait vite, avec assurance. Il était le meilleur marcheur d'entre eux. Stéphane resta étendu près de la motoneige refroidie, seul, la tête fracassée, sans ski, et avec un loup qui entamait déjà la dernière ligne droite. Le réveil de Stéphane fut comme une remontée du fond d'un trou de glace. D'abord, le froid revint. Il le transperçait jusqu'aux os, faisant trembler son corps de grands frissons incontrôlables. Puis vint la douleur, un éclair sourd et lancinant à la nuque, là où la crosse l'avait frappé. Et seulement ensuite, la mémoire revint. Stéphane s'assit brusquement, se tenant la tête et sifflant entre ses dents. La neige autour de lui était tassée. La motoneige se dressait, bloc sombre et mort. Et les skis n'étaient plus là. Nicolas, grogna-t-il, et sa voix se brisa en une toux. Espèce de pourriture. Il tenta de se lever. Ses jambes étaient engourdies mais obéissaient. Il fit un pas et s'enfonça immédiatement dans la neige jusqu'à la taille. Sans ski, dans ses lourds vêtements d'hiver, il était aussi impuissant qu'un scarabée retourné sur le dos. Il se débattait, essayant de remonter sur la neige durcie, mais la neige s'effritait traîtreusement, l'entraînant plus profondément. 7 kilomètres. 7 maudits kilomètres jusqu'à la base. En motoneige, c'est 10 minutes. En ski, 1 heure et demie. En rampant dans une telle neige, c'est la mort. C'est 2 jours de marche, qu'il n'avait pas. Stéphane réussit à se hisser sur la piste damée par la motoneige. Là, la neige tenait, si l'on marchait prudemment. Mais la piste se terminait 5 mètres plus loin, là où le moteur avait rendu l'âme. Au-delà, c'était la neige vierge. Nicolas était parti sur ses skis, laissant derrière lui 2 bandes lisses et régulières qui s'enfonçaient dans le crépuscule. Stéphane regarda ses traces avec une telle haine que la neige semblait devoir bouillir. Il épaula sa carabine, visa le dos déjà invisible du traître et appuya sur la gâchette. Clic. La sécurité. Il l'enleva et tira en l'air. 1, 2, 3 fois.
Je survivrai. Hurla-t-il dans le vide. Tu m'entends, face de rat? Je survivrai et je te retrouverai. Je te couperai en lanières. L'écho des tirs roula dans la forêt et s'éteignit. Et dans le silence qui suivit, il entendit une réponse. Pas un hurlement, mais un grognement bas et sourd. Tout près. Stéphane se retourna brusquement, manquant de tomber. À 10 pas de lui, sur le capot de la motoneige en panne, se tenait le loup. Il était apparu de nulle part. Il ne se cachait pas. Cette fois, il ne se dissimulait pas dans l'ombre. La bête dominait l'homme, utilisant la machine comme un piédestal. Sa fourrure grise était hérissée. Sur son museau, un masque de calme glacial absolu. Il regardait Stéphane de haut. C'était leur première rencontre face à face. Pour la première fois, Stéphane vit les yeux de celui dont il avait privé de sa famille. Dans ses pupilles jaunes, il n'y avait rien d'animal. Il y avait un abîme. Il y avait le souvenir de chaque battement de cœur de ses enfants tués. Il y avait l'image de sa compagne massacrée. Et il y avait une promesse. Stéphane, le dur à cuire, qui avait connu les prisons et les camps de travail, un homme qui semblait avoir oublié ce qu'était la peur, sentit soudain ses entrailles se glacer. Devant lui ne se tenait pas une bête, mais un juge. Toi, souffla Stéphane en levant son arme. Ses mains, habituellement fermes comme la pierre, tremblaient de manière traîtresse. Tu es venu. Le loup ne bougea pas. Il savait que l'homme allait tirer. Il attendait ce moment. Il vit le doigt se crisper sur la gâchette. Et une fraction de seconde avant le coup de feu, la bête bondit sur le côté comme un ressort, disparaissant derrière la carcasse de la motoneige. Bang! La balle fit jaillir des étincelles du métal, ricocha et fila dans la forêt avec un sifflement. Crève! Crève! Stéphane réarma et tira une autre fois dans la neige, là où une queue grise avait disparu. Manqué. Le loup ne s'enfuit pas. Il se mit à tourner. Il se déplaçait dans la neige profonde avec une aisance incroyable, utilisant sa propre piste, une patte après l'autre, sautant, plongeant sous les branches. Il apparaissait tantôt à gauche, tantôt à droite, forçant Stéphane à pivoter sur place, à s'enfoncer, à perdre l'équilibre. C'était un jeu, une danse mortelle. Le loup l'épuisait. Il le forçait à gaspiller ses cartouches. Il le forçait à user ses nerfs. Stéphane, respirant lourdement, se colla le dos à la motoneige. C'était sa seule protection. Un morceau de ferraille qui couvrait ses arrières. Allez, viens. Haltait-il en balayant l'air de son canon. Attaque, qu'est-ce que tu attends? Le loup sortit sur la trouée à une trentaine de mètres. Il s'assit. Il s'assit simplement et bâilla, dévoilant une rangée de crocs blancs, acérés comme des poignards. Il montrait qu'il avait beaucoup de temps, alors que Stéphane n'en avait pas. Le gel s'intensifiait. Immobile, Stéphane commença à geler. Ses doigts dans ses gants s'engourdissaient. Ses jambes perdaient leur sensibilité. Il comprenait que s'il restait là, il se transformerait en statue de glace avant le matin. Il devait bouger. Mais bouger signifiait s'exposer. D'accord, murmura Stéphane. D'accord, tu veux la guerre, tu auras la guerre. Il prit une décision. Il ne pouvait pas marcher dans la neige vierge, mais il pouvait ramper. Il pouvait utiliser les traces de la motoneige ou la piste de ski de Nicolas. Oui, la piste de ski. Nicolas avait ouvert la voie. S'il marchait dessus, la neige tiendrait. Du moins, mieux que la neige vierge. Marcher à pied sur une piste de ski est difficile. Les pieds s'enfonceront, mais c'est la seule chance. Stéphane, sans quitter le loup des yeux, commença à se déplacer lentement, de côté, vers l'endroit où commençait la trace de ski. Le loup se leva aussitôt. Il se tendit. Il comprit la manœuvre. Dès que Stéphane fit son premier pas loin de la motoneige, le loup attaqua. Silencieusement, sans grogner, il fonça, réduisant la distance par bonds énormes. Stéphane épaula sa carabine et tira, presque sans viser. La balle passa à 1 centimètre de l'oreille de la bête, mais le loup ne s'arrêta pas. Il était déjà à 5 mètres. Stéphane, paniqué, sauta en arrière vers la motoneige, glissa et tomba sur le dos. Le loup freina des 4 pattes,
soulevant la neige juste devant le visage de l'homme. Il claqua des dents juste devant le nez de Stéphane. Le son ressembla au déclic d'un piège. Mais il ne mordit pas. Il ne le laissait pas partir. Stéphane, en se débattant, rampa sous la protection de la machine, pointant son arme devant lui. « Charogne !» criait-il. « Tu ne me laisses pas passer ?» Le loup recula et s'assit de nouveau. Son regard disait clairement, « Tu resteras ici. Tu mourras ici, à l'endroit même où ta meute t'a abandonné. Comme tu as abandonné ce chiot. » La bête l'avait acculé. Elle avait tracé une ligne invisible autour de la motoneige, que Stéphane ne pouvait pas franchir. Toute tentative de s'éloigner était punie par une attaque fulgurante. Mais tant que l'homme restait près de la machine, le loup ne le touchait pas. Il voulait que Stéphane gèle. Qu'il sente le froid arrêter lentement son cœur. 1 heure passa. Stéphane se mit à faire du feu. C'était un vieux routard. Il savait que le seul moyen de survivre était le feu. Avec son couteau, il éventra le siège de la motoneige, arracha la mousse, l'aspergea des restes d'huile qu'il avait grattés du moteur, et craqua son briquet. La flamme jaillit, vive et fuligineuse, dégageant une fumée noire et toxique. Stéphane se chauffait les mains au-dessus de ce feu puant, toussant à cause de la suie. « Chaud » murmurait-il avec des lèvres folles. « Chaud. Tu l'auras dans l'os, le loup. Je fumerai sur ta tombe. » Il commença à arracher les panneaux en plastique de la motoneige, à briser le pare-brise, jetant tout cela dans le feu. Il brûlait sa machine pour prolonger sa vie d'1 heure, de 2. Le loup observait de loin. Le feu ne l'effrayait pas. Il savait que le plastique brûlerait vite et qu'il n'y avait pas de bois à proximité. Les sapins secs les plus proches étaient à 20 mètres. Et c'était la zone de la mort. Stéphane n'oserait pas y aller pour chercher du bois. La nuit s'épaississait. Le feu de la motoneige se consumait, ne laissant derrière lui qu'une carcasse fondue et hideuse. Le froid se rapprochait. Stéphane, recroquevillé près des braises mourantes, sentait la somnolence envelopper son cerveau comme une douce couverture. « Ne pas dormir !» se giflait-il. « Ne pas dormir !» Nicolas arrivera, il reviendra. Il ne peut pas m'abandonner. Il a peur de moi. Il se trompait. Nicolas ne reviendrait pas. Pendant ce temps, à 7 kilomètres de là, les skis de Nicolas crissaient sur la neige d'une toute autre manière. La forêt s'écarta. Devant, dans le bleu de la nuit, une faible lueur jaune scintilla. L'ampoule au-dessus de l'entrée du refuge forestier. Nicolas était arrivé. Il tomba à genoux sur la piste de ski et pleura. Il était sauvé. Il avait trahi, il avait tué, pensait-il, mais il avait survécu. Il ne savait pas encore que sa propre dette n'était pas réglée. La forêt sait attendre. Stéphane leva la tête. Le feu était éteint. Autour, c'était l'obscurité. Et dans cette obscurité, tout près, brillaient 2 yeux jaunes. Il s'approchait lentement, avec assurance. Le loup venait terminer le travail. L'homme ne pouvait plus tirer. Ses mains étaient si engourdies qu'il ne sentait plus ses doigts. Il ne pouvait pas résister. « Allez, viens !» grogna Stéphane en regardant dans les yeux de sa mort. « Viens ici, on verra qui a les dents les plus acérées. » Il sortit son couteau, la seule chose qu'il pouvait tenir dans son poing, serrant la poignée comme un piolet. Le dernier combat serait silencieux. Le dernier combat de Stéphane ne ressemblait pas aux batailles héroïques des films. Il n'y avait pas de musique, pas de beaux angles de caméra. Il n'y avait qu'une agonie sale, rauque et humiliante. L'homme au couteau tentait de se lever, mais ses jambes, transformées en bûches insensibles, refusaient d'obéir. Stéphane tomba à genoux, s'appuyant de la main gauche sur la neige gelée, tandis que de la droite, où était serré son couteau de chasse, il frappait désespérément devant lui, fendant l'air glacial et vide. Approche, haltait-il, et des postillons de salive s'échappaient de sa bouche, se transformant instantanément en grésil. Alors, qu'est-ce que tu attends? Tu as peur? Le loup n'avait pas peur. Il se tenait à 2 mètres, juste devant l'homme. Il voyait que son ennemi était brisé. Il entendait le cœur de Stéphane perdre son rythme, manquer des battements. La bête fit une courte feinte, claquant des dents tout près du visage du braconnier. Stéphane sursauta, tenta de frapper avec son couteau,
mais son mouvement était si lent, si visqueux, comme s'il était sous l'eau. Le loup esquiva facilement, sans même bouger les pattes. C'était une moquerie. Le prédateur montrait, tu es lent, tu es faible, tu es déjà mort. Stéphane fit une dernière tentative. Rassemblant le reste de sa volonté, il se jeta en avant avec un rugissement sauvage et inhumain, essayant de peser de tout son poids sur la bête pour l'atteindre avec sa lame. Mais son corps le trahit. Sa jambe se tordit et il s'effondra, le visage dans la neige, lâchant son couteau. L'arme, son dernier espoir, s'enfonça dans la congère. Stéphane essaya de la retrouver, fouillant la neige de ses doigts engourdis, mais il ne sentait rien d'autre que le froid mordant. Il tenta de se relever, d'abord à quatre pattes, puis il s'assit. Il n'avait plus de force. La chaleur qu'il avait si soigneusement conservée s'était échappée de lui comme l'eau d'un seau percé. Le loup s'approcha. Il se dressa au-dessus de l'homme assis, immense, chaud, vivant. Il sentait la bête sauvage, le sang et la liberté. Stéphane leva la tête. Ses yeux étaient déjà voilés par le brouillard de la mort. Il regarda le loup et sourit soudain d'un sourire tordu et effrayant de condamné. « Tu as gagné » murmura-t-il. « Mange, vas-y, déchire-moi la gorge. » Il rejeta la tête en arrière, offrant son cou sans protection, attendant le coup de croc qui mettrait fin à cette torture par le froid. Mais le coup ne vint pas. Le loup se pencha vers son visage. Stéphane sentit le museau humide et froid de la bête près de son oreille. Le loup huma l'odeur de l'homme mourant, renifla et se détourna. Il ne le tua pas. Il ne souilla pas ses crocs sur celui qui appartenait déjà au gel. Il s'éloigna simplement de quelques pas, s'assit dos à Stéphane et se mit à regarder la lune qui perçait à travers les nuages. C'était l'insulte la plus terrible. Stéphane le comprit, même avec sa conscience défaillante. Il n'était pas digne de mourir sous la patte d'un chef de meute. C'était un déchet, que même les bêtes dédaignaient de toucher. Non. Gémit Stéphane. Non. Tue-moi, ne me laisse pas comme ça. Mais le loup ne se retourna pas. Le froid, qui était auparavant une douleur, devint une couverture douce et moelleuse. Stéphane eut chaud. Il eut envie de déboutonner sa veste, d'enlever son bonnet. Il lui sembla qu'il était de nouveau au sauna avec des amis, qu'il allait bientôt sortir et boire un verre d'eau fraîche. Il commença à retirer ses gants. C'était le signe certain de la fin. Le déshabillage paradoxal. Le cerveau, devenant faux à cause de l'hypothermie, envoyait de faux signaux de chaleur. Stéphane déboutonna son col, s'allongea sur le dos et regarda le ciel. Les étoiles tournaient en une ronde. Parmi elles, il vit le visage de sa mère, puis le visage de cette même louve qu'il avait abattue. Elle le regardait calmement, sans méchanceté. Les yeux de Stéphane se fermèrent. Sa respiration devint rare, superficielle. Le cœur battit une fois, encore une fois. Une pause. Et s'arrêta. La forêt l'avait absorbé. Le loup entendit le cœur de son ennemi se taire. Il se leva, s'approcha du corps. L'homme gisait, la veste déboutonnée, avec un masque de surprise figé sur son visage bleu. Le loup le renifla une dernière fois, pour être sûr. Mort. La bête leva son museau vers le disque glacé de la lune et hurla une deuxième fois cette nuit-là. Ce hurlement était différent. Il n'y avait pas de triomphe. Il y avait la constatation d'un fait. La deuxième dette était payée. Restait la troisième, la plus difficile. Celui qui s'était enfui. Et Nicolas, à ce moment-là, était assis par terre dans le refuge forestier surchauffé, le dos appuyé contre le poêle chaud. Il tremblait. Il n'arrivait pas à se réchauffer. Bien que le thermomètre à l'intérieur indiquât plus 25 degrés Celsius, il avait déjà bu une demi-bouteille d'alcool, mais cela ne lui faisait aucun effet. Ça lui brûlait simplement l'estomac, sans soulager sa tête. Il entendit ce hurlement à travers les doubles vitrages, à travers les épaisses bûches des murs, à travers le crépitement du bois dans le poêle. Il l'entendit avec sa peau. « Il est mort », dit Nicolas dans le vide de la pièce. Stéphane est mort. Le loup lui a chanté sa dernière chanson. Nicolas se leva, s'approcha de la fenêtre. La vitre était couverte de givre, mais il souffla un petit trou et regarda dehors. L'obscurité. Le mur noir de la forêt, qui touchait presque la base, et le silence.
Il savait que le loup viendrait pour lui. Il n'en doutait pas une seconde. C'était un pisteur. Il comprenait la psychologie de la bête. Le loup ne s'arrêterait pas à mi-chemin. Il avait éliminé les plus bruyants, les plus stupides. Il restait maintenant le plus rusé. Alors, viens, murmura Nicolas en caressant l'acier froid de sa carabine. Viens ici, le gris. Ici, ce n'est pas la forêt, il y a des murs. Ici, c'est moi le maître. La base se composait d'une solide cabane en rondin, d'un sauna et d'un garage où se trouvait une camionnette 4x4. Le véhicule était en état de marche, avec le plein. Nicolas aurait pu monter dedans à l'instant et partir, foncer jusqu'à la route, vers les gens, la police. Là-bas, le loup ne l'atteindrait pas. Mais il ne pouvait pas. La peur paralysait sa volonté. Et aussi l'avidité. Dans le garage, dans une cachette, se trouvaient des pots de la saison passée et de l'or, un peu, extraits illégalement, mais assez pour acheter un appartement en ville. Il ne pouvait pas tout abandonner. Demain matin, décida-t-il. Demain matin, je charge tout et je pars. Conduire de nuit, c'est impossible. La route est enneigée, je vais m'embourber et ce sera la fin. Mais ici, je suis dans une forteresse. Il commença à se barricader. Il poussa le verrou de la porte en chêne, la cala avec une table lourde, vérifia les volets des fenêtres. Tout était solide. Aucune bête ne pourrait forcer une telle défense. Il s'assit à la table, posa sa carabine, une boîte de cartouches et son couteau devant lui. Il alluma une lampe à pétrole. Il décida de ne pas allumer le générateur électrique, pour ne pas faire de bruit. Le silence dans la maison était épais, oppressant. Chaque craquement du plancher le faisait sursauter. Soudain, quelque chose cliqueta dehors. Un bruit métallique. Comme une chaîne heurtant du fer. Nicolas se figea. Il n'y avait pas de chien à la base. Ils n'en gardaient pas pour ne pas gêner leurs activités de braconnage. Donc, il y avait quelqu'un d'autre. Il se glissa vers la fenêtre, colla de nouveau son œil au petit trou. Rien. Seulement la cour, inondée de lumière lunaire. Le garage se trouvait en face, à une vingtaine de mètres. Les portes du garage étaient fermées, mais sur la neige devant, il vit des traces fraîches. Quelqu'un était allé de la forêt au garage, et ce quelqu'un était énorme. Il est là, comprit Nicolas. Il ne force pas la porte. Il est allé vers le véhicule. Soudain, il pensa à la camionnette. Elle était vieille. Elle avait des tuyaux de frein en caoutchouc, des fils électriques apparents. Pour un loup capable de percer des bidons et des tuyaux d'huile, c'était un jeu d'enfant. Non. Nicolas se précipita vers la porte, saisit le verrou, puis retira sa main. Il ne faut pas sortir. C'est ce qu'il attend. Il veut m'attirer dehors. Il était pris au piège de sa propre sécurité. S'il sortait, le loup l'attaquerait dans l'obscurité. S'il restait, le loup détruirait son unique moyen de retraite. Son transport. Nicolas arpentait la pièce comme un rat en cage. Il entendait des bruits venant de la cour. Un grattement, un craquement, le bruit de verre brisé. On aurait dit qu'un phare venait d'éclater. Le loup, méthodiquement, avec savoir-faire, démontait son espoir de salut. La bête ne se vengeait pas seulement, elle privait l'homme de sa supériorité. Elle le rabaissait à son propre niveau, celui d'une créature à pied dans la forêt hivernale. Une demi-heure plus tard, les bruits cessèrent. Le loup en avait fini avec la machine. Maintenant, il s'approcha de la maison. Nicolas entendit des pas lourds sur le porche. Les marches grincèrent, puis le silence, et enfin, une respiration basse et humide juste derrière la porte, sous le seuil. Le loup reniflait la fente sous la porte. « Va-t'en » hurla Nicolas, n'en pouvant plus. Il tira à travers la porte, dans la partie inférieure. La balle traversa le bois, fit voler des éclats et se perdit dans la nuit. « Va-t'en, démon » En réponse, un grognement bas. Ni douleur, ni peur. Un grognement de satisfaction. Le loup avait compris où se trouvait son ennemi. Nicolas rechargea sa carabine, les mains tremblantes. Il comprenait que cette nuit serait éternelle. Et le plus effrayant, c'est qu'il ne savait pas ce que ce diable en peau de loup allait encore inventer.
Car le loup avait le temps, alors que Nicolas manquait de bois dans la maison, et la réserve se trouvait dehors, près du porche. La chaleur du poêle s'éteignait. Dans 3 heures, il ferait froid dans la maison. Savez-vous ce qu'il y a de plus effrayant dans un siège? Ce n'est ni la faim ni la soif. Le plus effrayant, c'est le tic-tac de l'horloge, la conscience que le temps, qui était autrefois votre vie, est devenu un compte à rebours vers votre mort. Nicolas était assis dans un coin de la cabane, les genoux dans les bras, et écoutait le poêle refroidir. Le métal, qui 1 heure plus tôt irradiait de chaleur, émettait maintenant de rares cliquetis mélancoliques, se contractant sous l'assaut du froid. La température dans la maison chutait rapidement. Les murs, gelés de l'extérieur, commencèrent à se couvrir de givre à l'intérieur. De la vapeur sortait déjà de la bouche de Nicolas. Signe certain que la frontière entre la vie et la mort s'amincissait jusqu'à l'extrême. Dans le poêle se consumaient les restes d'une chaise. Nicolas avait déjà brûlé tout ce qu'il pouvait arracher ou casser, des tabourets, des étagères, même le cadre en bois d'un vieux miroir. La flamme jaillissait vivement, dévorant le vernis et le bois sec, mais ne donnait que peu de chaleur. C'était l'agonie du feu. La principale réserve de bois, des bûches de bouleau bien chaudes, se trouvait là, dehors, à 3 mètres de la porte, sous l'auvent du porche. 3 mètres, 2 pas. Mais ces 2 pas étaient plus longs que le chemin vers la lune, car là, dans l'obscurité d'encre, il respirait. Nicolas ne voyait pas le loup, mais il sentait sa présence dans chaque cellule de son corps. La bête ne forçait pas les fenêtres, ne grattait pas la porte. Il le poussait à bout mentalement, il attendait. Il attend, murmura-t-il en regardant les braises mourantes. Rien à faire. La nuit porte conseil. Le soleil se lèvera, il partira. Les bêtes ont peur de la lumière. Je sortirai, je prendrai du bois, j'allumerai un tel feu que le toit fumera, et puis je démarrerai la camionnette. Non, il l'a cassé. Alors, à pied, en ski. J'y arriverai. Soudain, un bruit au-dessus de sa tête. Un grincement. Un pas lourd et assuré sur le toit. Nicolas sursauta, pointant sa carabine vers le haut. Le plafond était fait de planches épaisses, mais le son était si distinct, comme si la bête marchait directement sur son crâne. La neige sur le toit crissa. Le loup était là. Il avait trouvé le point le plus vulnérable, le dessus. Descends de là. Hurla Nicolas vers le plafond, et sa voix se brisa en un couinement. Descends, ou je t'aurai à travers les planches. Il appuya sur la gâchette. Le vacarme de la détonation dans l'espace confiné le frappa aux oreilles comme un coup de masse. La balle traversa le plafond, faisant tomber de la sueur et de la mousse sèche isolante. Le silence se fit sur le toit. Touché. Murmura Nicolas avec un espoir fou. Je l'ai eu. Mais une seconde plus tard, les pas reprirent. Le loup s'était simplement déplacé. Il tournait autour de la cheminée. Nicolas se figea. Il comprit le plan de la bête. Si le loup bouchait la cheminée ou la faisait s'effondrer, la fumée envahirait la maison. Nicolas devrait choisir, mourir asphyxié ou sortir. La bête ne connaissait peut-être pas la physique, mais son instinct de prédateur lui disait comment faire sortir sa proie de son terrier. Le loup commença à creuser la neige et à gratter la tôle de la cheminée avec ses griffes. Le son du métal sur le métal, strident, désagréable, emplit la cabane. N'ose pas. Nicolas jeta sa carabine et saisit un tisonnier, comme s'il allait se battre avec la cheminée. N'ose pas. Le grattement cessa. Le loup s'approcha du bord de la cheminée et hurla à l'intérieur. L'effet fut monstrueux. Le conduit de cheminée agit comme un porte-voix, un amplificateur. Le hurlement, multiplié et déformé par le métal, s'engouffra dans le poêle et jaillit dans la pièce par le tirage, accompagné d'un nuage de cendres grises. C'était la voix des enfers. On aurait dit que le poêle lui-même, le cœur de la maison, avait trahi l'homme et parlait avec la voix de la mort. Nicolas tomba à genoux, se bouchant les oreilles. Assez. Assez. Tais-toi. Le hurlement cessa. Mais avec lui s'éteignit le dernier feu. Le courant d'air, poussé par le hurlement dans la cheminée, avait soufflé la faible flamme. Les braises se couvrirent de cendres grises. Il fit sombre dans la cabane. Seule la lumière de la lune, filtrant par les fentes des volets, dessinait sur le sol des bandes semblables aux barreaux d'une prison.
Le froid passa à l'attaque. Plus rien ne le retenait. Il s'infiltrait sous les vêtements, mordait les doigts de pied, pinçait le nez. Nicolas sentait ses mouvements ralentir. Il avait besoin de chaleur à tout prix. Il se souvint de la cachette. Sous le plancher, sous les lattes, se trouvaient ses économies, l'or, les pots et l'alcool. Une caisse d'alcool. Nicolas, se cassant les ongles, arracha une planche. À la lueur de son briquet, le métal des conserves et le verre des bouteilles brillèrent. Il saisit une bouteille, cassa le goulot sur le bord de la table et but une grande gorgée. Le liquide enflammé lui brûla la gorge, lui monta à la tête. La peur recula un peu, cédant la place à une résolution ivre et désespérée. « Tu veux m'avoir » grogna-t-il en s'adressant au plafond. « Va te faire foutre. Je suis un chasseur. Mon grand-père chassait l'ours à l'épieu, et toi, tu n'es qu'un chien. » Il se mit à détruire les meubles. Il cassa la lourde table en chêne qui calait la porte. C'était la seule chose qui pouvait encore brûler longtemps. Il jeta les débris dans le poêle refroidi, y versa de l'alcool et jeta son briquet. Une flamme bleue jaillit instantanément, éclairant le visage fou de l'homme. La table prit feu, la chaleur revint, mais Nicolas savait que ce ne serait pas pour longtemps. La table brûlerait en 1 heure, et ensuite, il ne resterait que le plancher et les murs. Il était assis près du feu, regardant les flammes danser, et soudain, il vit des visages dans le feu. Le visage de Stéphane, surpris et bleu, le visage de Léo, déformé par l'horreur, et les museaux de 3 petits louveteaux. Il le regardait. « Je ne voulais pas » marmonna Nicolas, se balançant d'avant en arrière. « C'est Stéphane, c'est lui le chef. Moi, je n'étais que le guide. Je voulais juste de l'argent. J'ai des dettes, vous comprenez ? Des dettes. » Le feu crépitait, sans répondre. Sur le toit, la neige crissa de nouveau. Le loup était descendu. Nicolas entendit le bruit sourd de ses pattes sur le sol près du porche. La bête était revenue à la porte. Elle savait que le combustible à l'intérieur était limité. Elle attendait que l'homme brûle son dernier atout. 1 heure passa. La table se transforma en un tas de braises rouges. Il recommença à faire froid dans la pièce. Nicolas regarda les murs. Abattre les rondins de l'intérieur à la hache. Cela prendrait des heures. Et il n'avait plus de force. Il ne restait qu'une seule solution. Un sprint. Un sprint jusqu'au tas de bois. C'est seulement 3 mètres. Aller-retour, 6 secondes. S'il ouvrait la porte, sortait en courant, attrapait une brassée de bois et rentrait, il pourrait y arriver. Il avait sa carabine. Il tirerait dans l'obscurité, effraierait la bête, et pendant qu'elle reculerait, il aurait le temps. Le plan était fou, mais l'alternative était la mort par le froid. L'alcool bouillonnait dans son sang, lui murmurant qu'il y arriverait, qu'il était rapide, qu'il aurait de la chance. Nicolas se leva. Il vérifia le chargeur, plein, réarma, prit dans sa main gauche une puissante lampe de poche qu'il avait détachée de son support. 1, 2, 3. Il retira brusquement le verrou, ouvrit la porte d'un coup de pied. Le faisceau de la lampe de poche déchira l'obscurité, révélant le porche enneigé, le tas de bois. Et le vide. Personne. Le loup n'était pas devant la porte. Parti, pensa Nicolas. Il a eu peur du coup de feu dans le plafond. Il fit un pas sur le porche. L'air glacial le frappa au visage comme de l'acide. Le bois était là. À portée de main. Il se pencha pour saisir les bûches, sans lâcher la carabine de sa main droite. Et à cet instant, du haut, de l'auvent du toit, juste au-dessus de la porte, une ombre grise s'abattit. Le loup n'était pas parti. Il avait simplement changé de position. Il savait que l'homme sortirait, et il savait que l'homme regarderait devant et sur les côtés, mais jamais en haut. Le choc fut terrible. 100 kilos de poids vif, multipliés par l'inertie de la chute, projetèrent Nicolas au sol. Il s'effondra sur le porche. La carabine lui échappa des mains et atterrit dans une congère. La lampe de poche roula sur les marches, son faisceau tournoyant follement, créant un effet stroboscopique de chaos. Nicolas sentit des crocs se refermer sur son épaule, perçant sa veste épaisse et atteignant la chair. La douleur fut fulgurante, mais il était vivant. L'adrénaline et l'alcool lui donnèrent des forces.
Il rugit, pas moins fort que la bête, et frappa le loup au flanc de sa main libre, essayant de le repousser. Ils roulèrent en une boule sur les marches, dans la neige. L'homme et la bête. Dans ce combat, il n'y avait pas d'armes, pas de tactique. Il n'y avait que de la fureur. Nicolas essayait de trouver son couteau à sa ceinture, mais le fourreau s'était tordu. Le loup le déchiquetait, essayant d'atteindre sa gorge, mais le col épais de sa veste le gênait. « Ah !» criait Nicolas, sentant le sang chaud couler sur son visage. Le loup le griffa au front. Il trouva enfin son couteau, le sortit et frappa. Il frappa au hasard, dans le flanc mou et chaud de la bête qui le surplombait. Le loup poussa un cri aigu. Le coup avait glissé sur les côtes, mais cela força le prédateur à reculer. Nicolas, profitant de cette seconde, se remit sur pied. La carabine était perdue. La lampe de poche éclairait le ciel depuis une congère. La porte de la cabane était grande ouverte. Il se précipita vers la porte. C'était sa seule chance. Rentrer, claquer la porte, pousser le verrou. Sans bois, sans armes, mais vivant. Il entra en trombe, trébucha sur le seuil, tomba par terre et, se tortillant comme un ver, se retourna pour claquer la lourde porte en chêne. Il avait déjà saisi la poignée, il commençait déjà à la tirer vers lui, quand un museau gris se glissa dans l'entrebâillement, une gueule béante d'où coulait de l'écume et du sang. Le loup ne laissait pas la porte se fermer. Il coinça sa tête et ses épaules dans l'ouverture, grognant et poussant. Nicolas appuya ses pieds contre le montant de la porte et tira de toutes ses forces, essayant d'écraser la bête, de lui briser le cou avec le battant de la porte. « Crève ! Dégage !» hurlait-il. Les forces étaient égales. Un homme, fou de terreur, contre une bête blessée et enragée. La porte tremblait, les éclats volaient. Mais soudain, le loup fit ce à quoi Nicolas ne s'attendait pas. Il cessa de pousser. Il recula brusquement. Nicolas, qui avait mis toutes ses forces dans la traction, claqua la porte par inertie avec un fracas qui fit vibrer les vitres. « Fermez !» souffla-t-il, poussant le verrou de ses mains tremblantes. « Fermez !» Il s'adossa à la porte et glissa au sol, riant et pleurant en même temps. Il avait gagné. Il avait repoussé l'attaque. Mais une seconde plus tard, son rire cessa. Il regarda dans la pièce. La porte était fermée, mais le poêle était éteint. Le bois était resté sur le porche, la carabine dans la neige. Il avait laissé tomber son couteau dans l'entrée, et la chaleur s'échappait rapidement par la cheminée éléphante. Il s'était enfermé dans un réfrigérateur. Et dehors, derrière la porte, on entendit le bruit calme et lourd d'un corps s'affaissant contre le bois. Le loup s'était couché sur le porche, collé à la porte. Il bloquait la sortie de son poids. Et il attendrait. Il n'était pas pressé. Sa fourrure le tenait au chaud. Mais l'homme, lui, n'avait pas de fourrure. La nuit dans une maison sans feu dure une éternité. Mais pour Nicolas, cette éternité se contracta en quelques heures de cauchemar poisseux et étouffant. Le froid, qui était auparavant un ennemi, était devenu le maître. Il remplit chaque recoin de la cabane, couvrit de givre les murs, le sol et même les cils de l'homme. Nicolas était assis dans un coin, enveloppé dans tous les chiffons qu'il avait trouvés, et par-dessus, il avait jeté ces mêmes peaux qu'ils avaient volées dans le terrier. Quelle ironie cruelle! La fourrure de la louve tuée était maintenant son dernier refuge. Mais la fourrure morte ne chauffait pas. Elle ne faisait que conserver le peu de chaleur qui subsistait encore dans le corps de l'homme. Mais c'était catastrophiquement insuffisant. Il ne criait plus, ne suppliait plus, ne menaçait plus. Sa conscience flottait. À un moment, il lui sembla que le poêle s'était rallumé. Il vit dans l'âtre une flamme vive et joyeuse. Il tendit les mains pour se réchauffer, mais ses doigts touchèrent la fonte glacée, et sa peau colla instantanément au métal. Nicolas ne sentit pas la douleur. Les terminaisons nerveuses étaient mortes avant le cerveau. Chaud, murmurait-il en arrachant sa main avec un lambeau de peau. Si chaud. Des images défilèrent devant ses yeux. Le voici, petit, courant dans la steppe estivale. Voici son grand-père qui lui apprend à poser des collets. Ne prends jamais plus que ce qu'il te faut, disait son grand-père. La forêt donne, mais la forêt demande aussi. Il avait oublié cette leçon. Il avait voulu tout prendre. Et la forêt avait demandé son dû.
Dans un coin de la pièce, là où l'obscurité s'était épaissie, il crut voir des lueurs vertes. 3 paires de petits yeux et une paire de grands yeux jaunes. « Vous êtes venu ?» sourit Nicolas, les lèvres bleues et gercées. « Entrez, il y a de la place. Je partagerai. » Il sortit de sa poche un petit sac de poudre d'or. Ce pourquoi il avait vécu, pourquoi il avait trahi. Il défit le cordon et versa le sable doré sur le sol. « Prenez, c'est votre rançon. Une bonne rançon. » La poussière d'or se mêla à la cendre grise sur le sol. Un métal froid et inutile. Il ne pouvait acheter ni bois, ni allumettes, ni une gorgée de thé chaud. Nicolas ferma les yeux. Il se sentit léger. Son corps cessa de trembler. Son cœur ralentit sa course. Toc. 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 Silence. Dehors, sur le porche, le loup leva la tête. Il écoutait. Il entendit la respiration de l'homme derrière la porte devenir de plus en plus faible, de plus en plus rare, jusqu'à se transformer en un mince sifflement et s'interrompre complètement. La bête connaissait ce moment, le moment du passage. Le loup se leva. Il s'ébroua de la neige qui, pendant la nuit, l'avait transformé en congère. Il n'hurla pas. La dette était entièrement payée. 3 vies pour 4. Le compte était soldé. Il s'approcha de la porte, renifla la fente une dernière fois. L'odeur de peur avait disparu. Il ne restait que l'odeur de la mort et du froid. Le loup descendit du porche. Le soleil se levait. Un soleil vif, glacial, indifférent, qui brillait de la même manière pour les justes et les coupables. La bête jeta un dernier regard sur la base, sur les motoneiges mortes, sur les fenêtres noires de la maison tombeau. Puis il fit demi-tour et courut dans la forêt. Sa course était légère et libre. Il était seul. Il n'avait pas de meute, pas de famille, mais il avait la forêt, et il en était le gardien. Un mois passa. Les blizzards avaient effacé les traces de ce drame, recouvrant tout d'un épais manteau blanc. Un groupe de secouristes et de gardes-chasse sur des tout-terrains n'atteignit la zone qu'en mars, lorsque le gel s'était calmé. Ce qu'ils trouvèrent devint une légende dans la région. D'abord, ils trouvèrent Léo. Le garçon était assis sous un sapin, comme s'il dormait. Son visage était calme, presque serein. Les bêtes ne l'avaient pas touché. Puis ils trouvèrent Stéphane, près de la carcasse brûlée de la motoneige. Il gisait sur le dos, un couteau à la main, et ses orbites vides regardaient le ciel. Les renards et les corbeaux avaient fait leur travail, mais sa posture témoignait d'un dernier combat désespéré contre un ennemi invisible. Et enfin, la base. Lorsque les gardes-chasse firent sauter le verrou et ouvrirent la porte, une odeur de froid sépulcral s'échappa de la maison. Nicolas était assis dans un coin, couvert d'une peau de loup, au milieu de l'or éparpillé. Il était mort de froid dans sa forteresse, avec du bois à 3 mètres de lui. Le vieux garde-chasse, Jean-Pierre, en examinant les traces dans la cour, encore lisibles sous la neige durcie, retira son bonnet. « Regardez » dit-il au jeune secouriste en montrant les profondes entailles sur la porte et le porche. Ce n'est pas un homme qui l'a enfermé, ni la serrure qui s'est bloquée. On l'a enfermé. Qui ? Demanda un jeune stagiaire. Le maître des lieux, répondit Jean-Pierre en regardant la forêt. Le maître gris. Ils ont tué sa famille, et il les a tués sans un seul coup de feu. Juste avec la peur et le froid. Les secouristes se turent. Dans ce silence, il y avait du respect. Ils placèrent les corps dans des sacs noirs. L'or fut rassemblé dans un sachet. Les peaux ? Jean-Pierre ordonna de les brûler. Ça ne portera pas chance, dit-il. C'est un bien maudit. Que le feu purifie. Alors que les véhicules s'éloignaient, au-dessus de la forêt, loin sur une colline, un hurlement retentit. Solitaire, puissant, autoritaire. Jean-Pierre sourit sous sa moustache. Il est vivant, le vagabond. Vivant.